Aimé Bill, on va commencer par le début, si vous le voulez bien. Dans un livre, il y a souvent une préface. Oui. Et vous, vous êtes un gros gâté, il y en a 3. On remerciera d'abord votre éditeur, parce que je crois qu'il doit... Michel Collomb, oui. Michel Collomb, Il a été exactement. formidable. Il y a cru directement, parce que ce n'est pas évident, surtout avec tout ce qu'on nous a sali dans toute la presse. Une certaine presse bien ou mal renseignée, pardon. Mais Michel donc a accepté. Il a été prudent, bon, il a voulu voir, bon, il a vu la crédibilité, il a vu les pièces, donc il sait de quoi on parle. Et donc Michel a dit, parce que moi je l'avais écrit sous une forme, je vais dire pas une forme de PV, mais bon, moi je n'ai pas fait de grandes études, moi je ne suis pas un écrivain, donc moi j'avais fait ça, bon, raconter une histoire. Mais Michel a dit, on va trouver quelqu'un pour le remettre en forme. Et donc maintenant, il a retrouvé quelqu'un qui a travaillé pendant plus d'1 an quand même, et je dirais même 1 an et demi, qui est venu, cette personne est venue me voir, bon, cette personne m'écrivait, me téléphonait pour avoir des précisions, et maintenant elle a pu faire vraiment un travail merveilleux, et je la remercie surtout parce que jamais je n'aurais été capable d'écrire ce qu'elle a écrit. Bravo à elle aussi. Alors, on parle des gens qui ont fait les préfaces. On va commencer par Philippe Geluck. Oui, Philippe. Excusez du peu. Philippe Geluck qui est en quelque sorte dans l'histoire, j'ai envie de dire, il s'exprime au nom de la société civile. Oui, voilà, il a sorti de très belles choses. Il espère qu'un jour on pourra réouvrir le dossier. Nous en reparlerons plus tard. Mais en tout cas, merci à lui parce que c'est, je crois, un soutien remarquable. J'ai déjà, quand Philippe a fait sa petite vidéo, là, parce qu'il a fait une petite vidéo avec l'éditeur la semaine passée, évidemment, et je l'ai diffusée, et j'ai un officier de gendarmerie de Liège, je ne veux pas le citer, hein, mais qui m'a directement écrit, oui, Geluck, il a pris un mot par-ci, un mot par-là. Et je lui ai répondu, oui, mais Geluck, il a lu le livre et il a vu les faux, il n'a plus rien dit. Alors bon, ça c'est déjà des idées, comme il y en a déjà un qui m'a dit, oui, cet éditeur-là, on va essayer de discréditer. Quand on ne trouve rien, on va se dire, oui, il est blanchi, maintenant on va essayer de trouver à gauche, à droite. Donc on va déjà, maintenant on va peut-être reprocher à M. Bourlet d'avoir aussi les cheveux longs. Hein. On ne sait pas, mais quand on voit déjà cette mentalité d'un officier de gendarmerie venir dire ça, et il peut me voir à la télévision, je ne le cite pas, mais enfin il verra peut-être l'émission, eh bien, oui, il a pris des mots par-ci, par-là, à gauche ou à droite, je ne sais plus comment il m'a écrit. J'ai encore son mail, hein, mais j'ai été vite remis en place parce que bon. Voilà, donc Philippe Geluck, moi je le remercie parce que Philippe, moi je l'ai rencontré la première fois sur le pont à Grasse-Logne lors d'une commémoration au début de l'affaire Dutroux, si on peut dire. Et donc j'ai fait la connaissance de Philippe et puis déjà en courant 2000, je crois dans ses souhaits, dans le soir illustré où il présentait ses vœux, déjà il nous souhaitait, il demandait qu'il y ait quelque chose pour nous rétablir, quoi, puisque nos officiers ne voulaient jamais faire de démenti, rien du tout, quoi. Alors donc je le remercie, je ne remercierai jamais assez Philippe Geluck. Mais voilà, et il s'est très bien expliqué. Oui, et mes chers amis, vous pouvez voir la vidéo en question sur notre site aussi. Alors il y a un deuxième personnage très important, évidemment, c'est Michel Bourlet, souvenez-vous, Si on me laisse faire. On n'a pas laissé faire, je crois. Mais Michel Bourlet, c'est un grand monsieur. Bon, on avait travaillé déjà pour Neuchâteau dans l'affaire Coles, pour les titres volés. Il nous avait appelé avec le juge Conrad et on avait travaillé, fait beaucoup de perquisitions dans la région de Liège. Et donc ils avaient vu comment on travaillait. Quand l'affaire du 3 a éclaté, M. Bourlet, avec le juge Conrad, en coordination avec l'état-major et le BCR, on demandait l'assistance de la section financière. Et donc notre équipe, et c'est comme ça qu'on est entré dans le dossier, parce que encore une fois, même des magistrats, je crois que même le juge Chénard dans un jugement, on fait croire que c'est nous qui sommes allés dire, je juge, je veux travailler avec vous. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On ne peut pas laisser imposer dans une enquête, le juge Conrad choisit ses enquêteurs, et donc le juge Conrad nous a appelés. Et ça, c'est leur jeu, le jeu de nos adversaires, c'est tout le temps essayer de salir, de mentir, de tromper un public. Nos officiers, c'est leur jeu de dire, oui, non, c'est eux, c'est eux. Le commandant du terme, je passe peut-être d'une chose à l'autre, quand il vient dire que c'est Debatz qui a créé l'antenne, ah oui, il raconte partout, seulement il oublie de décrire que dans un écrit du
du 19 décembre, il dit j'ai cherché un local, j'ai cherché un bâtiment, enfin, donc c'est lui qui l'a fait. Donc c'est pas de base, c'est pas moi qui allons commencer à louer des bâtiments, réserver des bâtiments pour monter une antenne. Hein. C'est un travail d'officier ça. Et ça c'est toujours leur mentalité. Et donc Michel Bourlet, donc, je me rappelle il y a quelques années, il y a plus de 20 ans de ça, j'avais dit que je ferais peut-être un livre, et il m'avait dit, ben, Monsieur Bill, si vous faites un livre, je ferai la préface. Voilà, naturellement, je ne l'ai pas oublié, et quand le livre a été fait, ben, je lui ai envoyé, et ben, je dis quand je lis sa préface, ne me demandez pas de la lire parce que elle est bien tournée. Elle est bien tournée. Merci, monsieur le procureur. Et alors, il y a, et ça c'est aussi, j'ai envie de dire, un gros adjuvant, c'est la préface qu'en a fait le major de gendarmerie, Johan Terling. Parce que lui, c'est un homme de terrain, un grand monsieur, et je sens l'émotion qui monte, mais c'est aussi quelqu'un qui vous a beaucoup aidé là. On ne le connaissait pas, on a fait la connaissance de lui en avril 1999, parce que le général Franzen, le commandant de la gendarmerie, a fait un document dans lequel il demandait au major Terling d'enquêter sur Debats-et-Bill pendant toute leur présence à la BSR, suite à une série d'enquêtes liées à leurs âges, liées à leur... allez, je ne trouve pas le mot... à leur comportement, enfin, à leurs agissements, pardon. Donc, liés à leurs agissements. Donc, un général qui va écrire ça, lié à leurs agissements. Bon. Donc, le major Terling, moi, je ne le connaissais pas. Pourtant, j'ai été garçon mess officier pendant 5 ans au début de ma carrière. J'en ai connu beaucoup, mais ni lui, ni le commandant Liner, je ne les connaissais. Et directement, j'ai vu que c'était quelqu'un à l'écoute, quelqu'un de correct, de poli, et de très respectueux envers, parce que bon, il y en a beaucoup que les étoiles leur montent à la tête. Lui ici, il a quelqu'un de très... bon, alors, bah, il a dit, bon, voilà, bon, je suis chargé de ça. Je dis, écoutez, vous m'appelez jour et nuit, il n'y a aucun problème, parce que c'est un professeur en plus à l'école de gendarmerie. Et bon, il me dit, je vais d'abord prendre connaissance du dossier, puis je vous rappellerai. Et donc, il a demandé les autorisations au parquet général pour avoir toutes les pièces. Et alors, un mois plus tard, il nous a contactés. Et on a été prendre connaissance, donc il désignait le commandant juriste Alain Liners. Donc ce sont deux bilingues, et donc le commandant juriste Liners, qui maintenant va avoir, je crois, 70 ans, vient encore de signer. J'ai eu contact avec lui, il viendra me dire bonjour à la foire. Il a encore re-signé pour 1 an. C'est un des plus grands juristes de la police fédérale. Donc, c'est pas n'importe qui. Alors, quand vous avez un gendarme de Namur ou d'Arlon ou d'Ostende qui fait une faute, il y a une enquête, elle se passe dans ce niveau-là, au niveau district, à la rigueur, au niveau groupe territorial. Mais pour nous, ici, c'était spécial, parce que ces deux officiers-là devaient rendre compte devant des généraux et des colonels. Oui, mais vous êtes sûr, est-ce qu'il n'y a encore rien? Est-ce qu'il ne faut pas encore chercher un petit peu? On voulait même recommencer. Oui, mais chercher encore un petit peu. Mais ils disent, il n'y a rien. Et donc, c'était vraiment un acharnement. Et M. Terling a dit, écoutez, si vous avez fait des fautes, je dis, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je répondrai à tout. Et il a bien vu, celui qui me connaît, il sait bien, on me demande ça, moi, on me demande d'écrire 5 lignes, je vais écrire 10 pages, mais il avait toutes les précisions. Mais attention, il ne s'est pas fié qu'à ça. Parce que donc, moi, j'avais dit au commandant Liners, qui était professeur de droit pour les officiers à l'école royale militaire, donc... moi, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. L'appel le plus tôt, c'était un jour à 5h17 au matin. Et il me dit, tiens, voilà, je te pose des questions sur ça. Bon, ok. Tu sais, qu'est-ce que tu as à dire? Blablabla, je parle. Bon, ça va, tu me fais un fax, tu m'envoies tout par fax. Je fais un fax. 8h au matin, bon voilà, j'ai reçu ton fax. Tu viens dans mon bureau à 11h. Ok, j'arrive dans son bureau. Il reposait la question dans un autre sens. Oui, mais. Et chaque fois. Parce qu'il avait les réponses, il savait déjà bien, mais il était obligé de chercher. Ils étaient obligés de trouver quelque chose. Parce que d'habitude, vous arrêtez un voleur ou un violeur, ben, vous n'allez pas lui parler de sa belle-mère. Donc ici, il n'enquêtait pas sur un fait, on n'a pas dit, tiens, Bill a écrit ça, non. On leur disait, cherchez un petit peu si Bill ou de base n'a pas fait quelque chose. Donc c'est vraiment une enquête, vraiment, je ne sais pas de mots. Alors donc quand j'ai demandé au major Terling, et qui n'a pas encore lu ce livre, mais bon, qui a suivi tout le dossier, qu'il connaît, je vais dire aussi bien que moi, et qui est un grand monsieur, donc ben, il m'a dit, ben écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et il m'a fait cette préface,
qui est impressionnante, qui est surtout honnête, qui est correcte. C'est magnifique. Je n'ai pas de mots pour le remercier parce que Ouais. la vérité s'y trouve. Voilà. Moi je dis, en lisant les 3 premières préfaces, ça ne sert à rien d'acheter le livre, enfin, ça ne sert à rien de continuer à lire le livre. Tout est dit dans ces préfaces. Exactement, c'est ce que je voulais dire, Aimé. Donc voilà. Merci à ces 3 personnes d'avoir donné un appui à ce livre qui j'espère, pourra faire un jour bouger les choses. On l'espère aussi et on se retrouve très bientôt avec Aimé Bill. En lisant votre livre, Aimé, j'ai eu des frissons dans le dos. J'ai eu des frissons dans le dos parce que ce sont des mauvais souvenirs qui sont revenus aussi. Je ne les ai pas vécus, mais comme toute la Belgique, j'ai suivi ça aussi. Et il y a l'épisode de la champignonnière, il y a toute une... En fait, ça dépasse l'entendement. Est-ce que c'est possible, quand on voit ce que le témoin X a donné comme élément, est-ce que c'est possible qu'il y ait eu autant de disparitions? Est-ce que c'est vrai quelque part qu'il y a des enfants qui sont nés, dont on n'a pas inscrit la naissance au registre d'état civil et qu'on a vendu? Est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Écoutez, il n'y a rien d'impossible dans tout ça. Bon, moi je vais être honnête, encore une fois, je vais dire, les auditions de Regina Louf, je ne les ai jamais lues. Il y a X2, X3, je n'ai jamais lu ces auditions-là. Pourquoi? Bon, pas que je ne respecte pas, mais je vais dire que moi ça ne m'intéresse pas. Le 14 octobre, quand je suis passé à la commission Overwilgen, là c'était la première question. Bon, on a parlé de la champignonnière, pardon, et j'ai dit, pour le travail dans la champignonnière, je n'ai pas besoin de X1, il y a assez dans le dossier. Bon, maintenant, cette dame, elle a vécu beaucoup de choses, alors on la prend pour une folle. D'ailleurs, on l'a même à traiter les folles de Neuchâteau, et M. Erdekans, en tête, était là pour il voulait même qu'on l'inculpe, enfin, je ne sais pas tout ce qu'il voulait. Et donc, cette dame, non, je prends un exemple. Aujourd'hui, on se voit, admettons que je vous demande, tiens, vous êtes marié il y a 20 ans, faites-moi un peu la liste des invités à votre mariage. Et vous allez me faire la liste. Et moi je vais vous dire, votre tante Germaine ou votre tante Juliette, c'est pas vrai, elle est à l'hôpital. Est-ce que c'est pour ça que vous n'êtes pas crédible? Non. Alors, je prends un exemple aussi, un vol de voiture. Vous avez 50 ans et je vous interroge et je vous dis, tiens, vous avez volé une voiture quand vous aviez 18 ans. Ah, vous allez me dire directement, oui, une Opel Kadett bleue, intérieure en cuir, une 2 portes. Mais si maintenant vous en avez volé 500, qu'est-ce que vous allez me dire? Oui, mais laquelle? La bleue, la rouge, la verte, la 2 portes, la 4 portes? Donc, cette dame a tellement vécu de choses depuis sa tendre enfance. Il ne faut pas oublier que le 23 avril 98, le jour de l'évasion du trou, sa mère avoue quand même de ce qui s'est passé. Son proxénète et reconnaît quand même qu'à 12 ans, il abusait d'elle, qu'il avait les clés de la maison. On ne l'a pas inventé. Mais alors, on a essayé de faire croire que c'était Patrick de Batz qui avait inventé X1. Mais non, X1, elle est allée déjà à la gendarmerie en 1989 et en 1992 raconter ça. Et on ne l'a pas cru. Alors, on ne sait pas l'avoir inventé. Mais c'est encore une fois nos adversaires, nos officiers, enfin certains de nos officiers qui ont fait ça. Et je reviens sur le major Terling, lui il a revisionné toutes les cassettes de la relecture et il voit bien que tout était fait correctement, professionnellement par Patrick de Batz et que c'est du bidon toute cette relecture, c'est du bidon. Et vous, on vous a renvoyé chez vous? Ah ben voilà, le 24 juin 97, il y avait 2 ans que Julie et Mélissa avaient été enlevées. Et le matin, j'étais parti à Charleroi entendre une ancienne maîtresse de Dutroux, dans le dossier de la champignonnière. Et en rentrant, on nous dit, bon voilà, après-midi, tout le monde est mobilisé, à 13h.
Ok, du terme, notre commandant n'est pas là. Et je crois qu'il a un problème, un décès dans la famille. Et alors, donc son adjoint, voilà, il nous réunit. Voilà, il y a une lettre du juge. Et toi, tu vas à la maison. Je dis, tu vas à la maison le reste de la semaine. Alors, mes collègues, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on veut voir le colonel Brabant, Jean-Marie Brabant arrive, donc le chef de la BSR. Oui, il y a une lettre du juge, et toi, tu vas à la maison. Ouais, oui, mais qu'est-ce qu'elle dit, la lettre? Ça ne te regarde pas, tu vas à la maison. Humilié devant tous mes collègues de lanterne, et je suis renvoyé à la maison comme un malpropre. Et tu téléphones lundi pour voir si tu peux revenir. Alors le lundi, j'ai retéléphoné, on m'a dit non, tu restes à la maison. Mais j'ai dit, mais dans un autre dossier, je dois partir en Argentine, je devais aller faire une mission à Buenos Aires de perquisition. Et là, on m'a dit, tu peux revenir pour y travailler. Et donc, je suis revenu travailler. Et donc, cette lettre, elle date du 22 juin. Le juge Van Espen l'a écrite probablement chez lui, je ne sais pas, au moins qu'il soit venu au palais de justice le dimanche. Et le dimanche 22 juin, et la lettre arrive le 24. Et là, on me renvoie. Mon chef d'équipe, qui n'est pas Patrick de Baas, mais donc Rudy Hoskens, demande la promotion sociale officier. Le colonel Brabant lui refuse. Et on lui dit, ah, il y a la lettre du juge. Ben, oui, ben, montrez la lettre du juge. Et on lui donne la lettre, et on a, je crois qu'il y a 14 paragraphes, et on en occulte la moitié. Et Rudy dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Il n'y a rien. C'est comme ça. Alors, Rudy a même quitté la gendarmerie suite à ça. Et donc, en juillet 98, on a eu accès au dossier, et là, on a vu la lettre du juge Van Espen. Je crois qu'il y a 3 ou 4 pages. Il n'y a pas un seul nom de gendarme. Il y a juste un nom là-dedans, c'est Patrick Morio qui avait fait le livre Les cahiers d'un commissaire. Mais il n'y a aucun nom de gendarme de cité. Et moi, je suis renvoyé comme un malpropre. Alors, on se demande, on sait pas. Parce que là, la champignonnière, on me renvoie. Mais quand mon avocat écrit au parquet de Bruxelles à Madame Dieudonné, qui est la première substitute responsable de la discipline pour les policiers et les gendarmes au parquet de Bruxelles, elle répond quand même à mon avocat le 10 août 99, donc plus de 2 ans après, pour dire « Il m'est impossible de me prononcer sur le travail de vos clients. » Alors, si vous réfléchissez 2 minutes, il ne faut même pas 2 minutes, s'il y avait quelque chose, elle l'aurait déjà dit, ben oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça, je ne suis pas en mesure de me prononcer, ben c'est parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ont tous joué dans des trucs ainsi, que ce soit le procureur général, nos officiers, c'est tout des rumeurs mais qui mettent sur papier en les tournant faussement. Je vais prendre un exemple ici. Vous avez dans chaque district de gendarmerie un directeur du personnel. À Bruxelles, c'est le major Richard Drissens. Une lumière, c'est même un projecteur. Eh bien, ce major, il se permet d'écrire, donc, le commandant du terme fait on en reparlera après si vous voulez, donc il fait un faux PV à charge de Patrick de Baas, le 26 août 97, le dossier arrive au parquet de Bruxelles, alors on le met à charge de X. Et donc il y a une instruction qui commence. Elle commence le 30 septembre, et le 10 octobre, le major Drissens demande déjà au procureur général, et voilà, et tous les noms, et qu'est-ce qu'il en est? Le procureur général dit, jusqu'à maintenant, pour autant encore qu'il y ait des faux, l'altération de la vérité, il emploie vraiment les termes qu'il faut, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'inculpation, et s'il y en a, on vous le dira. Naturellement, Drissens et la pression de mes 2 patrons de la BSR, il insiste, et donc le 3 avril, Richard Drissens, prend sa plume et il écrit au procureur général et alors il demande ainsi et il lui dit une phrase que je n'oublierai jamais de ma vie dans sa note numéro 47, il vous dit l'instruction du juge Pignolet s'est poursuivie et d'autres dossiers se sont ajoutés, donc on emploie bien le pluriel. Bon, le procureur général reçoit ça et le 15 mai il lui répond sans parler des autres dossiers. Mais il dit, non, il n'y a toujours rien, il n'y a toujours pas d'inculpation, mais on a demandé au procureur et l'avis des magistrats, donc ils ont perdu la confiance. Bon, ce major Richard Drissens, donc ce projecteur du district de Bruxelles, écrit le 27 mai, à l'échelon supérieur, donc à l'état-major, pour dire, Aimé Bill est placé sous poursuite judiciaire. Le 2 juin, on est convoqué, Patrick et moi. D'abord, parce qu'on était en incapacité de travail, on doit passer chez le médecin, chez un colonel, et il nous dit, est-ce que vous êtes apte à subir une enquête? Oh, je dis, oui, on attend que ça, mais parce qu'on ne nous interrogeait pas. Et donc, il nous dit, ben, vous traversez la cour, vous allez là-bas, donc à l'échelon supérieur, et là, c'était le week-end avant la Pentecôte, on vous dit,
eh ben, vous viendrez mardi pour prendre connaissance de votre expulsion. Donc comme ça, on nous met encore un week-end sous tension. Et donc le mardi, on arrive, mais je crois que Patrick arrive avant moi, et bon, il est sur un truc, et j'ai un adjudant qui faisait la circulation dans le couloir, je ne pouvais pas lui parler, on était plus pire que deux truands. Et donc on nous dit, ben voilà, maintenant il y a ça, le procureur général, et c'est fini, la BSR de Bruxelles, hop, toi tu vas à la brigade de Bruxelles, et lui au district de Bruxelles, ou je sais pas, mais enfin bon, on ne pouvait plus faire d'enquête judiciaire. Mais à ce moment-là, on reçoit la lettre du 3 avril. Qu'est-ce qu'on fait, Patrick et moi? On court vite chez le juge Pignolet. C'est le juge. Pour une fois, il était... Parce que bon, j'avais confiance en lui, mais depuis quelques temps, depuis quelques semaines, je n'avais plus que cette confiance. Et il répond honnêtement, non, il n'y a pas d'autre dossier. Ben, et je vous dis qu'il n'y a pas d'autre dossier. Ah, mon avocat écrit au procureur général, André Van Oudenhoff, un des plus hauts magistrats de Belgique. Procureur général, il lui demande quels sont les autres dossiers. Alors, ce type est tellement malhonnête, je le dis, malhonnête, parce qu'il aurait pu dire, ben, il n'y a pas d'autre dossier. À ce moment-là, ça va mal. Ah, donc, qu'est-ce qu'il ne répond pas? Bon. Puis moi, j'ai écrit à qui? Ben, à colonel Duchâtelet, directeur général du personnel. Je lui demande quels sont les autres dossiers. Il ne répond pas. Rappel, il ne répond pas. Rappel, il ne répond pas. Et après, Wifax, il me répond, il n'y a pas d'autre dossier. Bon, ok, pas d'autre dossier, ça va. Il faut de ça, Patrick et moi, qu'est-ce qu'on fait? Police et police, comité P, on dépose plainte contre Richard Drissens. Richard Drissens, qu'est-ce qu'il dit? Bon, c'est une déclaration en flamand que je me suis fait traduire par deux personnes, parce que n'étant pas bilingue, et j'ai les deux mêmes versions. Richard Drissens, il dit, ah non, il n'y a pas d'autre dossier. C'est le colonel Brabant qui m'a dit qu'il y avait des autres dossiers, mais je n'ai pas vérifié. Alors, il faut demander au colonel Brabant. Et le colonel Brabant, on ne l'entend pas. Voilà. Voilà, on le laisse tranquille. Il n'y a pas d'audition. Donc moi j'ai déposé plainte, j'ai eu accès au dossier, il n'y a pas d'audition du colonel Brabant. Alors pourquoi? Parce qu'autrement, si le colonel Brabant dit ça, est appelé, il va dire oui, l'autre il va dire non. Et on va voir qu'il y a même quelque chose qui... Et ça, on évite. Et le juge Pignolet a fait la même chose, parce que après on pourra en parler d'une magistrate du parquet qui a fait un faux rapport, ou si vous voulez on en parle maintenant, c'est à vous à voir, mais une magistrate du parquet qui fait un faux rapport, vous voulez qu'on en parle maintenant? On peut, oui. Eh bien, vous avez Madame Sommers, qui est substitute au parquet de Bruxelles à l'époque. Maintenant, elle est au parquet fédéral. Après ça, elle est passée au parquet général de Liège et puis au ministère de la Justice. Maintenant, elle est au parquet fédéral. Madame Sommers, ben, j'ai jamais eu de problème avec elle. Donc, c'est elle qui donne en débat le 4 décembre le dossier de la Champignonnière. Et elle demande d'en faire une synthèse. Donc moi je commence, et bon, j'ai des contacts avec elle, je lui demande même, tiens, pour avoir une apostille et tout. Et puis, moi j'avais mon officier, M. Duterme, qui, bon, on va pas perdre son temps avec ça, on n'est pas là pour refaire les enquêtes des autres, et tout va me casser les pieds. Et après, moi, 88 pages de synthèse, j'ai arrêté. Et je me dis, ben, avec mes collègues, je dis, ben, on va commencer à faire des auditions. Et je téléphone au parquet, et je me dis... Parce que dans le dossier de la Champignonnière, il y a une dame qui a témoigné en 84 sous l'anonymat. Elle donnait des choses très intéressantes. Puis elle a encore témoigné sous l'anonymat en 86 et en 93, elle témoigne sous son vrai nom, donc sur son identité. Et donc je me dis, on va l'entendre, mais comme elle sait beaucoup de choses, ça serait peut-être bien de la mettre sous surveillance téléphonique pour voir, à partir du moment où elle reçoit la convocation, si elle a des contacts avec quelqu'un, et après, pour voir si elle a encore des contacts. Et donc, je téléphone au parquet, je dis, voilà, on voudrait le mettre... Ah, mais Madame Sommers n'est pas là, qu'on me dit. Bon, ben, je dis, ben voilà ce que je voudrais faire. Écoutez, moi, je ne connais pas le dossier, qui me dit, c'était son collègue de bureau, je ne sais pas, moi. Monsieur, je crois que c'était Monsieur Lefebvre, si j'ai bonne mémoire. Et il m'a dit, écoutez, je vais lui demander qu'elle vous rappelle. Et elle me ressonne. Elle me dit, ben écoutez, monsieur Bill, moi je suis en congé, apportez-moi les PV à la maison, les derniers PV. Ah oui, mais moi je n'ai pas pensé à lui demander depuis quand elle était en congé. Donc j'ai dit à mon collègue, j'ai fait des copies des PV d'il y a 15 jours. Normalement, quand on fait déjà une copie d'une audition de X1, on a déjà tout de suite 100 pages. Et donc je dis, tu vas les porter chez elle là-bas. Moi je n'ai jamais mis les pieds chez elle. Et donc
le 30 décembre 96, et le 31, elle me retéléphone. Envoyez-moi quelqu'un à la maison. Moi, je me dis, il va revenir avec des apostilles. Il revient avec une bûche glacée. Donc, si on est méchant, je ne sais pas si on reviendrait avec autre chose. Bon, je pensais qu'à Pâques, j'allais avoir des cloches, mais je n'ai pas eu. Alors, le 2 janvier, elle me dit aussi, vous viendrez le 2 janvier dans mon bureau, on va faire une petite réunion. Ça va. Puis le 2 janvier, on est là avec Rudy Hoskins et Michel Clip, et elle dit, bon, ben, la synthèse, ben, je dis oui, moi je l'ai bâclé. Comment ça? Ben, je dis oui, bon, moi j'ai mon officier qui me casse les pieds avec ça. J'ai pris le plus. Ah non, non, il faut continuer surtout. Je dis, alors vous me l'écrivez, ça va. Bon, ben, on commence à écrire d'autres points. Mais une chose, monsieur Bill, tout ce que vous découvrez d'anormal, vous ne pouvez plus l'écrire, vous devez me le dire. Vous savez, le 2 janvier 97, ou quand j'ai l'occasion de regarder la TV et que je vois des conflits entre magistrats et policiers ou gendarmes, oui, je vous l'ai dit, non, vous ne m'avez pas dit, l'un des deux ne dit pas la vérité, moi, c'est pas à Bill qu'il faut aller demander de ne pas l'écrire, parce qu'après, on m'aurait coincé pour faux en écriture par omission. On m'aurait dit, vous ne l'avez pas écrit. Donc, moi, j'ai continué à résumer tous les dysfonctionnements, tous les manquements que je constatais dans ce dossier-là. Et donc, elle me dit de faire un PV initial pour dire comment on est arrivé dans le dossier de la Champignonnière. C'était pour moi, avec du recul, on pourrait dire que ça pourrait être un piège, mais bon, avec Patrick Debaz, qui est la tête pensante, il me dit, attention, on ne peut pas faire un PV pour elle, pour ça. On doit faire un PV dans le dossier de Neuchâteau, puisque c'est dans les auditions des X1 qu'elle témoigne sur la Champignonnière, donc on ne peut pas prendre une audition de X1 ou des renseignements de X1 et les donner comme ça à Bruxelles. Là, on peut le raconter peut-être en magistrat, tiens, il y a ça, mais dans la procédure, si un avocat voit ça, et il peut recasser la procédure. Donc, ça se traite par article 29 du Code d'instruction criminelle. Donc, le juge Langlois reçoit le PV et puis il les dénonce au procureur et le procureur les envoie à Bruxelles. Donc, je suis rentré, j'ai fait le jour même le PV 100 053, donc, où j'ai mis ça et j'ai dit il faut les envoyer donc au parquet de Bruxelles. Puis je me suis dit, s'il oubliait ou s'il ne le ferait, bien que le juge Langlois suivait quand même, hein, et j'ai fait le PV 100 126. 4 jours plus tard, le 6 janvier, et là, j'ai fait un PV pour Mme Sommers en disant, vous m'avez demandé ça, ben, je l'ai fait, c'est le PV 100 053 qui est parti à Neuchâteau. Et des mois plus tard, on vient dire qu'elle n'a toujours pas le PV. Alors bon, j'ai une lettre de M. Bourlet qui dit qu'il lui a déjà prévenu le 16 décembre et encore un courrier au mois de février. Bon, Mme Sommers, Patrick, quand il a connaissance, la PJ lui dit, attention, M. Nioul est occupé à parler sur Van Espen. Donc Patrick, honnêtement, parce que s'il ne le ferait pas, on pourrait dire que c'est pas loyal. Donc, Patrick a connaissance de quelque chose d'un juge qui respecte, comme moi je respectais aussi ce juge. Donc il a dit à Mme Sommers, attention, parce que M. Van Espen avait vite mis le dossier de côté. Le 30 avril 1996, le dossier de la Champignonnière avait été mis au placard, c'est-à-dire il y avait un non-lieu pour les punks et tout le bazar, et comme ça, le dossier était enterré. Et sans X1, le dossier n'aurait pas été réouvert. Et donc, le 30 avril, au début décembre, M. Van Espen n'est pas en possession de ce dossier. Et donc, Mme Sommers dit, on va le remettre en instruction. Et quand le 30 décembre, je lui téléphone, elle me dit qui est juge de service. Je dis c'est Mme Gruet. Ah, je dis bon, moi, aucun problème. Moi, j'aime bien travailler avec Mme Gruet. Bon, il n'y avait aucun problème avec les magistrats. On travaille avec tous les magistrats, que ce soit le juge Pignolet, le juge Leys, n'importe quoi, le juge Marie. J'ai travaillé pendant des années à la BSR de Bruxelles, donc dans divers dossiers. M. Van der Meersch. Et donc, Patrick attire son attention. Bon. Puis, il ne se passe rien, il y a des réunions, et M. Bourlet le dit bien, parce que bon, il a utilisé le mot qu'on pourrait se poser d'une question, et dans sa préface, il a mis le mot conférence. Bon, il aurait dû mettre, je vais dire, réunion, puisque tous les mois, il y avait des réunions de travail, qui réunissaient donc des magistrats du parquet général, des juges, des enquêteurs, chefs d'enquête, tout le bazar.
Et M. Bourlet s'étonne d'apprendre par la presse que notre travail ne convient plus. Et en plus, après, il apprend aussi par la presse qu'il y a un PV pour faux. Alors qu'il dit, aux réunions, on n'a jamais rien dit. Et donc, c'est ça qu'on est surpris. Moi, je suis viré le 24 juin. Et le 22 juillet, Mme Sommer s'écrit. Elle fait un rapport de 2-3 pages qui s'est même retrouvé dans les mains des journalistes du Soir Illustré, qui le joignent dans leurs conclusions. Et d'autres PV qu'elle a fait, des apostilles, et les journalistes ont tout. C'est choquant parce que même le juge Hénard a laissé passer tout ça en appel. Madame Sommers a écrit là-dedans, par exemple, oui, qu'elle s'est méfiée de nous. Et elle voulait mettre un policier de confiance, M. Philippe Beneux, donc un inspecteur ou un commissaire à la police judiciaire, pour nous surveiller. Mais il n'a pas voulu, il lui a dit non, ce sont des monteurs de dossiers. D'ailleurs, ils ont monté le dossier Allo. Allo, c'est un commissaire de la police judiciaire qu'on a arrêté. Elle dit là-dedans, oui, il voulait mettre en l'instruction, il voulait Mme Gruet, et je ne voulais pas me retrouver dans le jeu, dans la même pression qu'au mois de novembre, quand on a dû faire ces perquisitions qui ont déclenché l'affaire du Rupon. Donc, un faux dans les déclarations, dans ce rapport de Mme Sommers. Il faut savoir que X1 parle en flamand. Il y a un collègue, pendant que Debaze l'interroge, qui prend quelques notes. Quelques notes, il fait 1 page, 2 pages. Hein. Sur les 150 pages d'audition, il fait un résumé. Ça part directement à Neuchâtel. L'audition, elle est sur vidéo, elle est retranscrite. Quand c'est fait, ça part sur PV, la cassette est copiée, enfin, à la fin de l'audition, elle est copiée, elle est mise dans le coffre et on travaille sur l'original. Donc il y a des gens qui la retranscrivent. Mais le juge Langlois, il n'est pas flamand, lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un réquisitoire et dans mon bureau, les 2 traducteurs jurés sont venus et ils ont prêté serment devant un officier de police judiciaire et les 2 traducteurs venaient et repartaient avec les auditions en flamand et me ramenaient la semaine suivante ou 15 jours après la traduction et leur facture. Et Mme Sommers, qu'est-ce qu'elle met? Qu'on traduisait nous-mêmes les auditions. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il ne faut pas croire que ça en reste là. Elle donne ça à M. Pignolet qui enquête sur nous par après. Mais le procureur général, le 30 mars, dans son rapport, il ressort, d'ailleurs c'est la première annexe. Et voilà, donc on n'a pas respecté ce que Mme Sommers disait. On n'a pas traduit nous-mêmes les auditions. Alors qu'elle me montre une audition, puisque les factures, le major Terling, il a vu les factures, et il met dans son rapport d'enquête de 159 pages pour moi, et de 622 sur Patrick, qu'il n'y a pas qu'il y a les factures et même les montants. Alors, je ne comprends pas. Donc, vous avez un magistrat. Alors maintenant, vous êtes magistrat au parquet de Bruxelles. Et on vous dit, Bill et Debaze, ou les deux, ont monté le dossier à l'eau. En plus, c'est dans votre parquet. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez trouver le magistrat qui s'occupe de ça. Non, rien du tout. Ou alors, vous dites au comité paix, ben, fais une enquête sur Debaze et Bill. Non, rien du tout. Mais elle attend le 22 juillet. Donc, pour se plaindre de trucs qui seraient passés dans son esprit en novembre, décembre ou janvier, elle écrit ça le 22 juillet. Bon, non. Les officiers qui ont fait l'enquête, ben, ils ont, les 2, Terling et Liners, ils ont entendu Abdel Khalifa, qui est allé porter les PV, qui est allé chercher la bûche. Et alors, elle dit, M. Bill est venu à la maison avec une quantité de PV. Mais enfin, pourquoi raconter des carabistouilles, comme dirait Patrick Debaze, c'est toujours le mot qu'il utilise, raconter des carabistouilles? Est-ce qu'elle alors, elle est entendue le 15 octobre 97 chez le juge Pignolet, elle donne encore quelque chose, mais ce n'est déjà plus la même chose. Elle est réentendue au mois de mars, c'est de nouveau une autre version. Alors bon, moi j'ai préparé, parce que je me dis, bon, bah, si elle veut se plaindre du livre, moi j'ai déjà préparé un document pour l'avocat, si jamais il y a un avocat qui veut intervenir, j'ai déjà préparé 110 pages, madame Sommers. J'ai déjà préparé 110 pages avec vos mensonges et vos contradictions. Eh ben voilà, on a bien compris, c'est un méli-mélo incroyable. Incroyable. On va en rester là pour cette émission. Oui. On se retrouve très vite avec Aimé Bille. Aimé Bille, je le disais lors de la présentation de notre mini-série, on ne peut pas lire votre livre sans penser à tout ce qu'il y a derrière. Toute la peine, le chagrin de la famille, des familles Rousseau, des familles Lejeune.
Et tout ça, oublier les familles d'Anne et Fieu aussi. Donc, bien sûr. Même Sabine et Laetitia qui ont souffert aussi bon, par chance, on a pu les sauver. Je crois que grâce surtout aux magistrats de Neuchâteau, il faut encore le souligner aussi. Mais moi, quand je suis passé à Controverse le 11 octobre 98, Gino Rousseau était là sur le plateau. Et quand il a entendu parler de notre histoire, ben, il a clairement dit qu'il se rendait compte, déjà même avant ça, il se rendait compte que l'enquête n'allait pas dans le bon sens, quoi. Et je crois que l'enquête aurait pu mieux travailler, on aurait pu faire plus, mais je crois qu'il y a eu des blocages quelque part. Donc moi j'ai peine. Bon, maintenant je ne vis plus en Belgique, donc mais quand il y a quelque chose, ben, j'essaie de le suivre, ou alors on m'envoie le lien, ou à quelqu'un qui me l'envoie. Ben, j'ai encore revu donc les parents de Julie et Mélissa, Jean-Denis et Gino sur un plateau de Christophe de Boursu il y a 3-4 semaines, un dimanche. Ben, ils disent bien qu'ils n'ont pas eu les réponses, donc ils sont déjà dans la peine, et ils n'ont pas eu les réponses qu'ils attendaient. Il ne faut pas être grand juriste pour se rendre compte. Il ne faut pas... non. Cette enquête, même l'avocat Magnier, il a encore dit hier dans une autre émission qui est passée sur LN24 avec Pascal Vrébos, Maître Magnier le dit, j'ai demandé 80 devoirs et on les a tous refusés, rien n'a été accepté. Alors, c'est quand même, Maître Magnier, ce n'est pas quand même un petit débutant d'avocat, c'est quand même un bâtonnier qui a quand même beaucoup de dossiers, qui a quand même travaillé dans beaucoup de dossiers, donc c'est quelqu'un de respectable. Alors si lui aussi demande, et il est conscient du trou, c'est pas du trou seul. Bon, ben non, Maître Magnier, ben, il n'est qu'avocat, donc c'est pas lui qui a le pouvoir. Monsieur Bourlet, je pense qu'il aurait peut-être voulu aller plus loin, pas peut-être, je pense qu'il voulait aller plus loin, mais si plus haut que lui, c'est comme un gendarme, ben, il a sa hiérarchie, ben, si plus haut que lui, ben, il a des instructions, ben, lui il a encore aussi sa carrière à terminer, parce que bon, s'il abandonne, ben, on va mettre un autre qui va directement aller dans le sens, comme des gendarmes. Vous avez des gendarmes, vous leur dites, au lieu d'écrire ben, que la voiture est bleue, ben, marque que la voiture est rouge, ben, il y en a qui pour faire plaisir leur officier, ils vont le faire, quoi. Alors bon, moi je ne saurais pas agir comme ça, Patrick Lebas non plus. Bon, mais il y a des gens qui sont prêts à, eh ben, on l'a bien vu avec la relecture, pour faire ce qu'ils ont fait là dans la relecture, c'est... Voilà. Non, pas du tout. Alors donc moi je pense, ce livre, bon j'ai fait pour raconter notre histoire vécue, mais avec un espoir aussi en disant peut-être que des flics, peut-être que des magistrats, des jeunes flics, des jeunes magistrats liront ça, et qui se diront, ben, comme on l'a toujours dit, plus jamais ça. Que maintenant on tire les leçons, qu'on se dise, mais enfin c'est pas possible qu'on ait saboté des enquêtes à ce niveau-là. Mais moi je suis prêt à m'expliquer devant une commission parlementaire, pas rien qu'avec des parlementaires, avec des avocats, des magistrats. Je veux bien rester une semaine s'ils veulent, et qu'on explique tout ce qui s'est passé. Et qu'on demande les preuves. Elles ne sont pas chez moi. Hein. Chez moi, j'ai rien. Tout est dans la tête ou dans le ciel. Mais enfin, bon, c'est en lieu sûr. Et bon, ben, il faut un jour que les gens se rendent compte qu'il y a eu un gros problème dans ce dossier. Et maintenant, il faut savoir pourquoi. Et qui? C'est pas l'œuvre, comme je l'ai encore dit hier, c'est pas l'œuvre du commandant du terme tout seul. Non, c'est pas possible. Bon, il a fait un faux PV. Ok, il a fait un faux PV, mais c'est pas une personne seule. Maintenant, j'aurais voulu en parler hier, mais bon, je pris par le minutage. Moi, je me demande, et on en parle avec Patrick, est-ce qu'on ne se retrouve pas devant une coalition de fonctionnaires, voire une association de malfaiteurs ou les deux? Parce que quand vous avez des magistrats qui couvrent des faux en écriture faits par des gendarmes, qui s'arrangent bien comme ça entre eux, moi je ne sais pas comment on peut appeler ça, hein. C'est pas...
c'était pas un vol à l'étalage, hein, donc pour moi c'est quand même des faits graves, et que bon, maintenant, après autant d'années, j'ai tout essayé, j'ai essayé toutes les procédures, j'ai écrit partout à des ministres, des députés, j'ai été reçu dans tous les partis pratiquement. Quand on vous dit une sénatrice qui vous dit « Ah, monsieur Bill, moi je veux bien, mais vous mettez en cause 2 magistrats qui ont été nommés par notre parti. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille plus loin ?» Alors hier soir j'ai rencontré sur le plateau un petit jeune député, et j'en parlais. Alors je dis oui, mais bon, si demain vous allez chez votre président, il va vous dire écoute toi, reste petit jeune, on va pas encore réveiller tout ce bazar là. Et j'en avais un à l'époque qui en voulait, je crois, c'est Vincent de Crowley qui était député, qui était à la commission. Vincent de Crowley a eu toutes les misères, hein, bon, parce qu'il a essayé d'avoir la vérité, il était du côté des parents. Il y en a qui ont fait le show de se mettre autour des parents, mais... Oui. Je vous écoute et mais je pense qu'effectivement, moi je pense qu'il y a une guéguerre à tous les niveaux des services publics pour le moment en Belgique. Il n'y a pas que j'ai envie de dire, au niveau du judiciaire, il y en a dans toutes les administrations, qu'elles soient locales, régionales, etc. Il se passe des choses qui sont plus ou moins légales, mais quand vous regardez des gens qui travaillent à la région wallonne, parfois aussi à la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est en train de se dire qu'il y a des petites guerres entre services. Mais ça n'arrive pas évidemment au niveau de ce qui s'est passé dans l'affaire qui nous occupe. Ça ne parle pas là-dedans, ce n'est pas des morts d'enfants. Hein. Non. C'est ça le plus grave. Hein. Non. Ce sont qu'il y a un voyage aux Bermudes et qu'on a dépensé un peu d'argent, bon, ou à Dubaï, je ne sais pas, tout ce bazar-là. Mais ok, mais ici on est avec des enfants qui ont été abusés, qui ont été tués. Il faut quand même à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais quoi? Pour en revenir aux enfants disparus, il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému dans votre livre, c'est lorsque Jean-Denis Lejeune vous a dit « c'est dommage que ce n'est pas vous qui vous êtes occupé de la recherche des enfants ». Ça s'est passé le dimanche 17 novembre 96 dans les locaux d'RTL. Dans la semaine, il y avait une personne. Donc une semaine avant, M. Bourlet m'avait donné un papier en me disant voilà, il y a une personne de la région d'Anvers qui parle français qui voudrait témoigner. M. Bull, vous en occupez. J'étais parti en réunion chez lui un samedi avec un commissaire de la police judiciaire et Patrick. On était là nous trois, et plus le procureur. Et il me dit vous savez vous en occuper? Je dis oui. Et donc je téléphone à ce monsieur et je dis voilà, est-ce que. Ah oui, ça va, il me dit pas de problème. Ben, il a une voix un peu particulière. Donc on fixe rendez-vous pour le vendredi 15 novembre. Je préviens M. Bourlet, ça va, qui dit ok. Lundi, mardi. Mercredi, je donne du sang, donc je suis exempt ce jour-là. Et le jeudi, quand je reviens, j'ai un petit mot. Voilà, il a téléphoné, il ne vient pas. Je lui téléphone, je dis pourquoi ne venez-vous pas? Ah, qui dit j'ai peur, en plus il y a des caméras à l'extérieur de chez vous, et puis il faudrait que vous me signiez un papier comme quoi dans 3 mois je suis encore en vie. Je dis monsieur, il n'y a jamais personne qui va vous signer un papier comme ça, alors je ne viens pas. De force, moi. Je téléphone à M. Bourlet, je lui explique. Ah ben, il dit tant pis, hein, vous avez essayé, on ne sait pas aller le chercher. Hein. Bon. Le dimanche, donc le 15 novembre, il devait venir, ben moi je suis là au bureau et le soir on fait ce qui va déclencher l'affaire des Rupons, où je travaille jusqu'au samedi après-midi. Et le dimanche, je ne travaille pas et je suis au bureau. Je suis au bureau et non, je suis à la maison, pardon. Donc le dimanche 17 novembre, je suis à la maison, je regarde Controverse. Et Pascal Prévost se présente, un tel, et en visage caché. C'est embêtant. Et en visage caché, Dominique. Et puis j'entends leur voix. Je dis, c'est le type qui devait venir. Et directement mon téléphone sonne. Monsieur Bill, oui, Bourlet.
Oui. Ben, vous avez vu? Ben, je dis oui. Il faudra la RTL qui dit allez l'entendre. Je dis ça va. Donc, moi, j'étais à la maison. J'avais 2 collègues au bureau. Je leur sonne. Je dis foncez à RTL. Moi, j'arrive. Je téléphone à RTL en disant ne le laissez pas partir. Je suis un des gendarmes qui devait s'en occuper. Et quand j'arrive, j'ai un petit plat devant la porte, Pascal Vrébos, que j'ai fait sa connaissance ce jour-là. Et je dis, monsieur Pré, bonjour monsieur, bon, bah, je dis, il dit que la gendarmerie n'a pas voulu. Je dis, moi je veux bien l'entendre, s'il veut, même je peux l'entendre ici. Ah bon? Et Pascal, on tourne à l'arrière, et puis il revient, et c'est Jean-Denis Lejeune qui revient. Et je dis, bah, écoutez, moi je veux bien l'entendre. Il repart, c'est R. de Kerns qui revient. Je dis, je vais bien l'entendre, même ici. Même devant vous autres, il n'y a pas de problème. Puis, Pascal revient, il me dit, voilà, il veut bien témoigner, il faut 3 personnes. Mais R. de Kerns ne sait pas rester. Il y aura Jean Denier, un bâtonnier, un ancien bâtonnier que R. de Kerns connaissait, c'est ce qui s'appelle, je crois, Monsieur Legros, et Pascal Vrébos. Et donc, dans les locaux d'RTL, on me donne un ordinateur et dans les locaux entendre. Alors je lui dis, non, je témoigne sur l'anonymat. Bon, alors moi je ne connaissais pas la liste, est-ce qu'on a X1, X2, bon, je ne sais pas où on était, ben, je dis, je choisis un numéro entre 10 et 100, il me dit 69, donc dans les locaux d'RTL, entendons le X69. Pardon. Et il commence à parler, ben, moi j'ai mes deux gradés qui sont avec moi, Rudy et Christian, et donc l'adjudant est contacté, il est à la maison, et Patrick revient, et Patrick rappelle des équipes. Et Jean-Denis qui assistait à ça et qui voyait, de temps en temps, on parlait, ah voilà, Patrick envoie des gens, donc c'est qu'elle après. Et Jean-Denis Lejeune me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, on vérifie. Un dimanche, il me dit. J'ai dit oui. Et là, il me dit, c'est dommage que c'est pas vous qui vous êtes occupé de mes filles. J'ai dit, chez nous, un vendredi, on avait travaillé toute la journée, à 5 h, Patrick dit, ah, il y a une plainte. C'est le week-end qu'on a arrêté le commissaire à l'eau. Il y a une plainte. Alors, ça se passait comme ça. Bon, toi, tu prends la plainte. Donc, on avait le résumé de ce que quelqu'un racontait ce qui s'était passé. Une histoire de titre, gros détournement de titre. Un qui prend la plainte, l'autre hop sur le registre national, l'autre sur le registre des sociétés pour voir les liens, tout ça déjà. Et puis hop, 2, 3, 4, vous allez déjà à proximité de l'endroit. Donc, et à 8 h au soir, quand la plainte est terminée, quand elle est actée, hop, on débarque déjà dans la maison. Et on se présente à 10. Et là, à 10, bon, ça n'a rien avec l'affaire du tout, mais pour vous donner un exemple, on se présente à 10, et puis on dit, voilà, on vient faire une perquisition chez un monsieur, et sa femme est avocate, on donne le consentement. Bon, on se doutait qu'on n'allait rien trouver là. Alors, j'ai dit, vous avez des bureaux à Scarbeck, oui. Bon, ben, je dis, écoutez, on ne va pas passer toute la nuit ici. Hop, on va dans vos bureaux. Pendant qu'une équipe reste ici, on va dans vos bureaux. Et je me vois encore mes 2 collègues, Rudy et Steve, devant. Et moi, à l'arrière, on monte dans la voiture. Je dis, écoute, mon gars, on ne va pas rester toute la nuit ici. Hein. Monsieur, c'est un de vos collègues qui est à la tête de cerveau, c'est le commissaire à l'eau. Bon, je sonne à Patrick, il me dit, ouais, c'est encore un qui veut bouffer des flics, on verra bien. Et donc, on est allé faire perquisition dans ses bureaux. On est rentré, déclaration, il a confirmé le commissaire à l'eau. Puis j'ai dit, ben, est-ce que vous avez des preuves de ça? Oh, oui, j'ai deux témoins. Un Turc et une Marocaine. Ah bon, ok, ben ça va. On cherche. Et à 2 h au matin, on les a retrouvés tous les deux dans le même lit. Donc, c'était facile parce qu'on cherchait des 2 côtés. Et donc, ils ont tous les 2 confirmé. Et à 8 h 30, ben, le commissaire à l'eau est arrêté, quoi. Et après, il a pris 3 ans de prison. Et donc, alors qu'on avait dit que c'était un monteur de dossier. Mais j'ai oublié pour revenir encore sur Mme Sommers, parce que bon, j'y ai pensé de le dire tantôt, le commissaire Beneux qui est allé raconter ça, il était appelé chez le juge Pignolet. Parce qu'il a Pignolet a le rapport de Mme Sommers. Il dit à M. Beneux, mais non, il dit, je n'ai pas dit ça. Alors, M. Pignolet, le grand Jacques, s'il est honnête, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une audition. Mais alors, s'il fait ça, il doit appeler Mme Sommers, il doit la confronter. Il doit lui dire, il y en a un de vous deux qui dit des mensonges. Et il ne fait pas. Pourquoi? Et parce que ce monsieur ne sait qu'enquêter qu'à charge pour nous. Et donc, Mme Sommers est tranquille. Et l'autre, il est tranquille. Mais après, il dira au comité P, oui, mais j'ai été convoqué par monsieur Pignolet et qui ne fait pas de confrontation. Ça, c'est leur jeu. C'est leur jeu. Parce que, bon, un magistrat est crédible et donc il peut raconter ce qu'il veut. Et après, on ne le met pas devant ses mensonges. Moi, je veux bien être confronté avec n'importe lesquels.
Voilà. On en reste là pour le moment. On se retrouve bien vite avec Aimé Bill. On l'a un petit peu évoqué dans les épisodes précédents, mais il y a aussi l'affaire d'Irupo. Allez, on en parle? Oh oui, il n'y a pas besoin de mettre 5 francs dans le jukebox, il y a beaucoup à dire. L'affaire d'Irupo, bon, donc le 15 novembre 96, je suis au bureau l'après-midi et Major de Crâne, donc le responsable de la cellule de disparition au BCR, vient dans mes bureaux et il dit voilà, j'ai un PV enregistré parce qu'eux n'ont pas de registre. Et bon, bah, je lui explique comment il doit faire. Hein, et je dis vous me laissez une copie, moi je retourne travailler. Je dis il est quand même major. Hein. Et donc, puis il me redonne une copie. Je vois qu'il y a des annexes, il me lève et il s'en va. Je vais tout de suite au parquet, qui me dit. Puis je regarde. On était le 15 novembre, il avait déjà mis 15 septembre. Je lui vais expliquer comment on met le numéro de notice, parce que bon, un numéro de notice, ben, vous avez l'indice d'infraction, puis vous avez les deux chiffres de l'unité de police, et puis vous avez le numéro du procès verbal, puis vous avez l'année, mais lui, il avait inversé les deux premiers. Enfin, c'est un officier, hein, bon. Ils ne sont pas tous comme ça. Bon. Il faut quand même un petit peu d'humour. Oui, et donc, je lui téléphone vite, ah ben ça va, je corrigerai. Bon. Un petit peu après, Madame Grouet, juge d'instruction à Bruxelles, que je vais peut-être voir tantôt à la foire du livre, parce qu'elle sera dans le stand à côté de moi, me sonne, elle me dit, Monsieur Bill, il faut faire 2 perquisitions. Je dis, dans 2 perquisitions dans quoi? On ne vous tracassez pas, c'est pas un dossier à vous. Mais je dis, c'est un dossier à qui? Ah, de la PJ. Je dis, des perquisitions dans quoi? Non, non, il faut que ça soit fait aujourd'hui. Bon, ben, je dis, écoutez, madame, on a déjà assez de boulot comme ça. Bon, pour moi, non, j'ai pas le temps. Oui, mais enfin, monsieur, j'ai dit non, écoutez, moi je vais appeler l'adjudant. Je téléphone à Patrick, qui était à la maison. Il avait pris un peu de congé, parce qu'en plus, je crois qu'il avait fait une longue audition de Regina un petit peu avant. Et Patrick lui téléphone, il dit non, 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 on va encore avoir des problèmes avec nos patrons pour les heures, et parce qu'eux ne voyaient que ça, les heures et les heures. Et donc, Patrick dit non. Et finalement, ben, la juge est en contact avec le chef de la BSR, Jean-Marie Brabant, qui lui a quand même une section mœurs à la BSR. Et donc il dit non, c'est eux. Donc là, les ordres sont les ordres, donc on est consigné. Patrick dit je vais revenir et envoie quelqu'un au palais chez Madame Gruet. Donc j'envoie 2 collègues chercher le mandat, les 2 mandats. Et donc à 8 h au soir, on débarque dans 2 appartements dans le même immeuble à Forêt. Il n'y a personne. Enfin, on débarque, il n'y a personne, donc on demande un serrurier, on est dans les heures légales, et on fait les perquisitions, on doit chercher des cassettes. Bon, on regarde les cassettes, on n'a pas été voir dans le frigo, on voit des cassettes, bon, on les passe, et puis on voit bon, des adolescents déshabillés, on ne sait pas dire est-ce qu'ils ont 15 ans, 16 ans, 18 ans, bon, c'est un peu trompeur. Bon, je téléphone à Patrick, je dis voilà, on a ça, lui il contacte la juge, ah, il faut rester dans l'appartement jusqu'à temps qu'il revienne. Entre-temps, on avait trouvé un costume de steward. Moi, je me dis, c'est à l'autre bout du monde, on est ici combien de temps? Et puis, je trouve une facture de Proximus. Alors, je me dis, je vais risquer le coup. Ouais, je me téléphone. Puis j'entends « Allô ?» Et moi je fais « Oui, allô, c'est qui? C'est moi. Où tu es? Je suis là. Ah ben j'arrive. » Et oui, ben, je le fais le jeu comme ça. Bon, si je lui dis que c'est la gendarmerie, bon, il va pas... C'est ça que dans le livre, on me fait passer pour l'amant mystérieux. Donc, je le fais comme ça s'est passé. Si je lui dis que c'est la gendarmerie, bon, je sais même pas qui c'est ce gars-là. Je sais même pas pourquoi je dois aller chercher. Donc... on arrive là-bas et on est à 3, en civil, nous. Et il y a du monde, il fait noir. Bon, j'appelle une équipe en uniforme pour que ça fasse plus vrai. Et donc, 2 collègues arrivent, et puis je demande, tiens, un tel là, oui. Et chacun dans une voiture. Et moi, tu sais pourquoi tu es là? Ah non, il dit. Je n'ai pas osé lui dire, bon, non plus. Et je rentre, et... dans les 2, il y en a un qui parle flamand, donc Patrick dit, bon, toi et toi, vous entendez le flamand, et toi qui dis, tu entends, il me dit, toi Billy, tu entends celui-là. Et toi Christian, ben, donc toi tu fais le PV d'interception, bon, donc Christian Pirard se met dans le bureau à côté, et moi j'entends, donc commence mon audition à 11 h 25 je crois, et
qu'est-ce que je dois lui demander? Elle fait des études, travailler. Après quoi? Je vais pas lui demander ce qu'il y a dans les cassettes, hein, bon. Qu'est-ce que je dois lui demander? Je suis là sur mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça pourrait passer? Je vais vers les tâches. Je dis à mes collègues, et alors? Rien. Et il dit, mes collègues, enfin, de Pau me dit, aussi, il nous a parlé qu'il avait vu Graffier à Desrupeaux. Hein, et quoi, des accusations? Ah non, non, mais il cite Graffier à Desrupeaux. Je redescends, je regarde le PV de Crâne, et là, je vois qu'on parle qu'il va y avoir des fuites dans la presse impliquant des ministres. Je me dis, mais c'est pas possible, dans quel jeu on joue? Je sonne à De Crâne, qui habite du côté d'Alost. Je dis, mon major, vous m'avez laissé un PV, moi je suis là au bureau, j'ai besoin des annexes. Oh, je sais pas de fax, tirez votre plan à la gendarmerie locale, ils sont de garde la nuit, maintenant ils m'envoient les annexes, moi je veux les annexes. Bon, ok, et je reçois les annexes, et là-dedans, je vois 13 fois le nom d'un et 14 fois le nom de l'autre, donc Graffier Desrupeaux, Graffier Desrupeaux. Bon. Je dis à mon gars, est-ce que tu as déjà rencontré des personnalités sans plus? Je ne dis pas politique ou sportif ou quoi, je dis des personnalités. Ah oui, Graffier Desrupeaux. C'est le moment où tu n'y penses pas, mais après tu te dis, parce que moi je viens t'arrêter dans un établissement, la première chose que tu vas me dire, mais monsieur, qu'est-ce que j'ai fait pour moi tout ça, ça sent, ça pue la cabale. Bon. Donc à 4h15, je termine mon audition, j'ai pas d'aveu. Patrick, donc le colonel entre-temps, quand on rentre des perquisitions, quand Patrick me désigne pour faire l'audition, un colonel qui revient un vendredi soir, parce que c'est pour les indemnités de nuit ou de week-end, je ne sais pas moi. Et il reste là près de Patrick, et puis il remonte dans son bureau, et à 4h, vers 5h, 4h30, 5h au matin, on téléphone à Patrick, le centre de transmission, et on lui dit, voilà, il faut contacter l'état-major pour un communiqué de presse sur l'affaire Desrupeaux. Patrick dit, quelle affaire Desrupeaux? Patrick dit, je n'ai pas travaillé dans l'affaire Desrupeaux. Et le lendemain matin, donc le samedi matin, à 6h, la presse annonce que la BSR fait des perquisitions dans l'affaire Desrupeaux. Et c'est comme ça que l'affaire Desrupeaux démarre. Et donc c'est comme ça qu'on porte le nom de l'affaire Desrupeaux. Et donc c'est comme ça qu'on porte le nom de l'affaire Desrupeaux. Et donc on est le samedi 16, et le lundi 18, le procureur général écrit déjà au président de la Chambre, j'ai acheté la lettre, elle est dans le dossier Pignolet, pour dire que suite aux déclarations, il faut sur M. Desrupeaux. Bon. Entre-temps, M. Conrad avait ouvert des lignes 0800, bon, il y a des appels, on parle d'un, on parle de l'autre, bon, il y a des gens qui viennent faire des déclarations, tant sur l'un sur l'autre, mais ça, il y a des gens qui viennent peut-être pour se montrer, mais à tort ou à raison, je ne sais pas, moi je ne sais pas enquêter là-dedans. Puis le 28 novembre, on a une réunion au parquet, chez Mme Sommers, et elle me donne une apostille, avec un PV d'une page ou 2 pages, l'apostille, y a-t-il des enfants en danger dans cet appartement? Vous imaginez, y a-t-il des enfants en danger dans cet appartement? C'est une dame qui est allée à la BSR de Wavre fin octobre et elle explique que son frère a assisté à une altercation, à une nuit entre un jeune, son père et Desrupeaux, bon, dans un appartement à Woluwe-Saint-Étienne. Woluwe-Saint-Étienne qui ne fait pas partie du district de Bruxelles, mais... Et elle me donne ça, moi, Bill. De nouveau, elle a une section mœurs à la PJ et une section mœurs à la BSR. Non, c'est monsieur Bill. Bon, ok, moi je rentre. Et puis en rentrant, on me dit, ah, on déménage. Donc on est un jeudi. Le vendredi, on déménage. Et dès qu'on est occupé à déménager, je vois déjà du terme, parce on l'avait mis dans les pattes. Et il dit, voilà, personne ne travaillera le week-end. Je dis, moi je travaillerai le week-end. Personne ne travaillera le week-end. Je dis, moi je travaillerai le week-end. J'ai reçu un apostille. Je dis, moi, on me demande s'il y a des enfants en danger dans l'appartement, je travaillerai. Donc qu'est-ce que je fais le samedi? Je convoque pour le samedi donc le frère de cette dame et qui habite donc l'immeuble et puis donc il vient le samedi, il me dit, moi c'est pas moi, j'ai raconté ça à ma soeur, mais c'est une autre personnalité qui habite l'immeuble qui m'a raconté ça. Ah,
Bon, je dis, est-ce que je serais d'accord de témoigner? Il dit, je ne sais pas. Ça va. Voilà ma carte. Allez lui demander et qu'il me rappelle. Une heure après, le mec me téléphone. Voilà, monsieur, quand je sais venir demain, le dimanche. Donc le type vient le dimanche et moi, j'acte ce qu'il me dit. Bon, il a assisté à une altercation. Bon, moi, j'acte. Le lundi matin, je ne fais une ni deux. Moi, je ne vais pas chez Madame Sommers. Monsieur de Gemep, s'il vous plaît, voilà. Et j'apporte mes 2 PV d'audition, la postille. On me demande s'il y a des enfants en danger dans l'appartement. Bon, pour moi, le danger, le risque était écarté. Autrement, bon, j'aurais déjà réagi autrement le samedi, mais ici, pour moi, le risque était écarté, donc il n'y a pas d'urgence, donc s'il vous plaît. Donc, le 10 décembre, M. Di Rupo, devant le Parlement, la Cour de cassation, le met hors cause, le blanchit. Le 12 décembre, Stéphane de Klerk, ministre de la Justice, charge le comité P de mener une enquête pour voir comment les services de police ont travaillé. Le 11 février, je suis entendu au comité P, j'y reste 4 heures, j'ai 11 pages d'audition. Monsieur Bill, en tout cas, à vous, il n'y a rien à reprocher. Vous avez été prudent, vous avez fait des PV pour tout. Merci, je m'en doutais, je le savais. Le 28 mars, monsieur de Gemep, procureur du roi à Bruxelles, rédige une apostille et le commandant du terme, je ne sais pas moi, est-ce que c'est le 31 mars ou début avril, m'emporte, il rentre. Bon, de base c'est Oscar, mes 2 chefs sont en congé et vous allez dire que de base c'est tout le temps en congé, mais non. Et il me donne une apostille et je dis, comme c'est le poisson d'avril, je dis, quoi Bill, ça ne te plaît pas encore? Je dis, mais enfin, on me reproche d'avoir enquêté sur Di Rupo, parce qu'en plus, M. Duterme, mon patron de l'époque, il a quand même fait un rapport sur moi, le 19 décembre, dans lequel il dit que Bill a entendu seul un témoin dans l'affaire Di Rupo. Lui-même écrit ça le 19 décembre. Alors, ce n'est pas l'affaire Di Rupo, bon, c'est la seule chose qu'il a dit de vrai. Et ce n'est pas un témoin, c'est la personne qui est perquisitionnée comme le mandat le demandait. Donc M. Duterme est à côté de ses pompes une fois de plus. Alors, moi je dis au commandant Duterme, moi je ne suis pas dans ce jeu-là. Et il s'en va. Moi, je sonne à Patrick, je crois qu'il était en Corse. Il me dit, tu ne touches à rien du tout, qui dit, tu fais un PV, tu dis que tu n'as pas de renseignements en plus, et tu fais un rapport confidentiel, et tu envoies ça au procureur. Je fais un rapport confidentiel qui a été contresigné, même j'ai des corrections dessus du terme, hein, comme ça j'ai toujours aussi l'exemplaire, et donc il a fait des petites corrections. Bah, c'est un officier, ils aiment bien de remettre une virgule à gauche ou à droite, ou de changer un petit mot, hein, bon. Et donc ils l'ont transmis au parquet, enfin je suppose qu'il a transmis, hein, et je me suis renseigné par après. Je suis étonné, parce que si moi, gendarme, je refuse déjà un truc à un procureur du roi, me demande à moi, Aimé Bill, enfin pas Aimé Bill, il demande au premier maréchal logis Bill de poursuivre l'enquête de façon discrète sur le vice-premier ministre Di Rupo, et il me fait la référence au dossier qu'on m'a donné le 28 novembre. Mais donc il a été blanchi. Si ça avait été des faits après le 10 décembre, après sa mise hors cause, je pourrais comprendre. Mais ce sont des faits antérieurs à sa mise hors cause. Donc je suppose que le jour où on le met hors cause, tous ces dossiers-là ont été examinés. Alors donc à moi, petit gendarme, on me demande d'enquêter discrètement sur M. Di Rupo. J'ai refusé. Bon. Je crois vers le 6-7 juillet, j'ai le colonel du Châtelet qui me téléphone, il me dit non, je vais trop loin. Donc on est en 97. Donc je suis entendu au comité P. Le 7 juillet 97, oui, le rapport du comité P sort officiellement. Mais il avait déjà fuité quelques jours avant sur Internet via le journal Le Soir. Et donc à la page 71 du rapport du comité P, il est écrit, donc on a les conclusions de l'enquête sur la gendarmerie de Hasselt, la BSR de Bruxelles et la police judiciaire. Pour la BSR de Bruxelles, il y a 2 lignes. On a abusé d'un mandat judiciaire pour procéder à l'audition de témoins. En échange d'aveux, des mensonges ont été avancés. Donc, je le connais par cœur, hein, ces 2 phrases-là. Alors, quand on examine ça, on peut le décortiquer. En échange d'aveux, des mensonges ont été avancés. Est-ce qu'on a eu des aveux? Non. Donc la deuxième phrase ne tient déjà plus. On a abusé d'un mandat judiciaire pour procéder à l'audition d'un témoin, de témoins. Est-ce qu'on a entendu des témoins? Non. On a entendu combien de personnes? 2. Lesquelles? Celles qui ont été perquisitionnées. Est-ce que le mandat de perquisition demandait des ententes? Oui. Donc le rapport du comité P, cette phrase-là, elle tourne par là.
Le rapport sort le 7 juillet, et le 16 juillet, on fait changer la loi. On demande, le ministre de l'Intérieur veut pouvoir donner injonction au commandant de la gendarmerie d'enquêter sur des gendarmes. Donc, on change la loi du 27 décembre 73, je crois, sur la loi sur la gendarmerie, et on fait un petit supplément qu'on n'a pas parlé dans la presse, dans rien du tout. Hein. La loi, elle passe déjà au moniteur le 24. Et le 25, M. Van der Lanotte, socialiste flamand, en avant. Hein. Général, c'était encore le général de Rieder, en avant, hein. Il faut enquêter sur eux. Hein. Le général, le 31 juillet, en avant. Hein. Et puis on me rappelle de congé le début août. Patrick aussi est en congé. Et finalement, je me dis mais qu'il est en congé, je vais tout le temps dire qu'il est en congé. On me rappelle donc et on me dit voilà, tu es mis sous enquête dans l'affaire du Hugo. Mais j'apprends aussi que il n'en fallait que deux. On était deux, Patrick et moi. Et on a appris d'une autre source que l'officier de liaison, un colonel au ministère, serait remonté dans sa voiture et il aurait dit au chauffeur, le ministre, pour que ça fasse plus vrai, a dit que je trouve deux autres clowns. Deux autres clowns. Ça fait comme ça, on nous a mis à 4 sous enquête. Alors que, déjà, de base, il n'a pas fait de perquisition, il n'a pas fait d'audition. Moi, j'ai fait perquisition, interception, audition, je peux comprendre, mais je n'ai pas fait les interceptions tout seul, je n'ai pas fait les perquisitions tout seul, non. Et les deux autres clowns, ben, ils sont arrivés le lendemain matin, ils ont regardé les cassettes. Bon. Et donc, on m'identifie que je suis mis sous enquête, un colonel. Et on voit que c'est le major de Messmacher, juriste, qui va faire l'enquête. Major de Messmacher que je ne connaissais pas, et qui a été le patron de la police fédérale jusqu'au mois de juin 2023. Marc de Messmacher, un type correct, très bien. Moi, je rentre au bureau, je suis en congé, je repasse. Mon major, est-ce que je peux venir? Non, non, qui ne me dit pas maintenant. Je dis, bah, un bras de congé. Non, non, qui ne me dit pas maintenant. Le mois prochain. Ah bon. Ben, je leur mon téléphone, je dis, moi, le mois prochain, je vais en Turquie. Je dis, vous n'avez qu'à m'appeler quand vous voulez. Hein. Fin septembre, major, non, non, pas maintenant. Octobre, novembre, pas maintenant. Décembre, janvier, pas maintenant. Février, mars, pas maintenant. Juillet, mon avocat lui écrit, répond pas. Mois d'octobre, mon avocat lui téléphone. Et quoi, il y a 15 mois qu'ils sont sous enquête. Oui, maître, mais je ne sais pas ce que je dois leur poser comme question. Attention, je ne lui en veux pas du tout. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, je crois que je le mets dans le livre. Je pense que c'est dans le livre la synthèse de cette demande. Ensemble, on ne lui donnait pas les documents. On lui donne une enquête et on ne lui donne pas les documents. Et il a des refus à gauche, à droite, au parquet général, au comité épée et tout. Et après, quand on lui donne des documents, il manque des pages. Donc, il ne sait pas faire son boulot. Donc, nous, Patrick et moi, fin janvier, donc il y a 1 an et demi qu'on est sous enquête, on va chez de Messmacher et on lui dit, ben voilà, maintenant on va s'attacher aux grilles ou on va faire la grève de la faim. Bon, allez, calmez-vous, calmez-vous, on fixe des dates. Patrick, le 5 février et toi, le 12 février. Ça va. Rentrez, on va vous envoyer, on va porter le dossier à la maison. Bon, il y a un motard qui arrive, voilà le dossier. Je remonte, je l'ouvre, un fax, j'ai reçu un dossier en flamand, je ne comprends rien en flamand. Hop, le motard qui revient, voilà, on s'était trompé, on me donne un dossier en français. Et donc, je me mets à la machine, moi. Et je commence mon audition. Et je l'envoie par fax au major de Messmacher. Je sais que le lundi, mardi, mercredi, il est occupé parce qu'il s'occupait de la police des chemins de fer, de l'organisation. Et le jeudi, il me téléphone, il me dit, on se voit demain. Je dis, oui. Eh bien, j'ai reçu ton fax qui dit, ça m'aide beaucoup. Et il me reçoit le vendredi avec le lieutenant Van Doren, qui après est allé au comité épée et qui maintenant est le patron de la police de Charleroi, de type super bien, super correct, poli, respectueux aussi, comme Terling et Liners, c'est vraiment des gens corrects. Et donc, il me dit, j'ai juste une question à te poser, comment s'appelait l'adjudant qui était dans le bureau à côté? Je dis, l'adjudant Pirard. Ah bon, écoute, moi qui dis, je ne vois rien à te reprocher. Donc, c'est... Mais entre-temps, j'ai déjà une lettre du procureur du roi, une lettre du procureur général, une lettre de la cassation qui disent « Monsieur Bill, il n'y a rien à lui reprocher. » Mais j'ai une lettre du comité épée, parce qu'on avait écrit au comité épée, puisqu'on ne nous entendait pas,
Et via notre avocat, on avait écrit au comité P, et le président du comité P, en novembre 98, écrit: la lettre des gendarmes de Baths-et-Bill anticipe. À ce stade, aucun nom n'est signé, les cités ne sont pas mis en cause. Et on fait une enquête sur moi. Bon, voilà, c'est à ce moment-là que j'arrive. Donc le major de Messmacher nous entend. Puis au mois de juillet, le colonel du Châtelet me téléphone pour dire: on va suivre la vie, il n'y a rien, on va le transmettre au colonel du groupe qui nous a mis sous enquête. Le 6 septembre, le général Franzen, d'après ce que j'ai entendu, avec des petits retours à la... Est-ce que tu n'as pas changé une virgule ou ça n'a pas changé un mot? Parce qu'il n'y a rien. On doit dire au ministre qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc il doit écrire, il doit dire au ministre: il n'y a rien fait. Et monsieur, entre-temps, on change de ministre de l'Intérieur, on change souvent quand même ici en Belgique, et donc c'est Antoine Duquesne, et le 26 octobre, Antoine Duquesne nous écrit: il n'y a rien, n'a pas fait de faute. Suite à ça, j'ai écrit au comité P, je leur dis: j'étais sous enquête, mais votre rapport, vos 2 phrases sont fausses. Ils ne répondent pas. J'ai écrit à Herman De Croo, le président de la Chambre, qui a le pouvoir sur le comité P. Il me répond: je veux voir ce que je peux faire. En 2002, je reçois un fax du comité P: vous n'étiez pas concerné par le rapport. 2003, je suis convoqué au comité P. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire des Rupeaux, à la demande de Pignolet, dans le dossier dans lequel on s'était constitué partie civile. Mais comme j'avais lu le dossier et que j'avais vu que c'était des questions de l'avocat de Di Rupo, j'avais préparé les réponses et j'avais fait 15 pages et je dis: mes réponses se donnent dans les 15 pages. Et pour ne pas plus emmerder. Donc l'affaire du Rupo, moi, elle me porte, bon, lui, ça lui porte peut-être des années, mais moi, 25 ans après, je l'ai toujours, parce qu'il y a 3 semaines ou 4 semaines sur un plateau de télévision, il vient encore dire que c'est des gendarmes. Alors moi, je me suis constitué partie civile avec Patrick dans le dossier 274 du juge Pignolet, dans lequel il est plaignant. Et là-dedans, on découvre beaucoup de documents. Et on trouve là-dedans des rapports confidentiels ou secrets, faits par la police judiciaire. Le juge Pignolet, le 17 septembre 1998, le jour où il nous a interrogés pour l'affaire Erdekens, nous a dit, pour audition, que selon lui, c'est peut-être M. Di Rupo lui-même qui a monté le dossier pour devenir inattaquable. Vous imaginez un juge d'instruction qui vous dit ça, à nous suspects. Alors, le 11 février de l'année suivante, il me reconvoque dans l'affaire des Rupeaux parce que le dossier de Mme Gruet, le 218 de 96, était devenu le 1/99 du juge Pignolet. Donc c'était lui qui reprenait de nouveau le dossier. Et de nouveau, dans la demi-heure, je devais être dans son bureau. Bon, j'ai tout lâché, j'ai été le voir. Et alors, je lui ai fait acter que le 17 septembre, il nous avait dit que selon son enquête. Donc, dans le dossier maintenant, pour moi, c'est un dossier monté par la police judiciaire puisqu'il y avait des réunions préparatoires dans lequel l'avocat de M. Di Rupo est cité. Mais là, je ne vais pas m'aventurer sur les rapports, je les ai achetés, donc je les ai de façon légale. Je ne pense pas que le juge Pignolet, je n'ai rien vu en tout cas, a fait quelque chose là-dedans, parce qu'il y avait du travail. Et moi, je voudrais que ces rapports, un jour, soient repris en main par une commission parlementaire, ou par des flics, ou je ne sais, tout ce qu'on veut, et qu'on se rend compte un petit peu de tout ce qui se figure, les choses graves, très graves, qui sont reprises dans ces documents. Mais ça, jamais il n'y a personne qui voudra y toucher. Mais pourtant, les documents existent. Ils ne sont pas chez moi, moi je ne peux rien chez moi, ils sont en lieu sûr, ça c'est vrai, mais les documents existent et normalement, ils sont encore dans les archives du dossier 274 au Palais de Justice. Là-dedans, j'ai trouvé des reçus. Donc la police judiciaire payait un informateur. D'ailleurs, même le soir illustré du 25 décembre 96, mais le nom, le prénom et le numéro de code, parce que bon, ces gens-là étaient fort bien informés, mais même le numéro de code de cet informateur. Et dans le dossier que j'ai acheté, donc dans les reçus, on voit tous les reçus signés par l'inspecteur Antipine qu'on a retrouvé suicidé le 15 à la mi-août 99, l'inspecteur de la PJ. Et donc il payait une fois 2000, une fois 5000, une fois 10 000, une fois 20 000, le type signé. Et j'ai des reçus comme ça pour 77 000 francs, donc un peu moins de 2 000 € maintenant. Et là-dedans aussi, il y avait une demande complémentaire d'une somme de 35 000 francs, 7 nuits à 5 000 francs, et qu'une magistrate du parquet de Bruxelles écrit que, bon, elle donne son accord.
Donc maintenant, et que M. Di-Rupo, de grâce, qu'il arrête. Et si quelqu'un, s'il ne voit pas l'émission, et que quelqu'un de ses amis le voit, mais qu'il lui demande une fois de relire le dossier, parce que bon, si moi j'ai eu accès lui aussi, et s'il ne l'a pas lu, ben, qu'il le relise, ou qu'il demande à son avocat de le relire, et qu'il voit bien, et qu'il ne dise plus sur les plateaux de télévision, comme il a fait il y a quelques semaines, c'est des anciens gendarmes. Tout ça parce que Maître Dundal, pour ne pas le citer, déjà, je crois, l'émission Au nom de la loi du 17 septembre 97 sur les plateaux, là, on se croit comme il fait toujours d'habitude. Oui, ce sont des gendarmes, toujours les mêmes, petits groupes de gendarmes, les écartés, et c'est eux, voilà. Et alors que je comprends, là, peut-être au mois de septembre, il ne sait pas encore, mais depuis, il a eu accès au dossier, et alors je ne comprends pas, ou alors il ne l'a pas dit à M. Di-Rupo, ou M. Di-Rupo ne veut pas le reconnaître, rien du tout. Alors, donc, vous voyez, il y a tout ça, moi, ça me reste dans la gorge, surtout quand je le vois tout malheureux, bon, alors que, bon, je peux comprendre, c'est pas gai pour lui, mais il faut savoir une chose, c'est que nous, on ne sait pas dans quel jeu on joue, le 15 novembre, mais quand vous prenez dans une interview, je crois, de novembre, il existe, hein, j'en parle, je crois, dans le livre, de Herman de Croo. Il dit, ce soir-là, on a une réunion, un repas avec Harry Kissinger, là, donc des États-Unis, là, et ministre des Affaires étrangères, je crois, aux États-Unis, et Di-Rupo et tout le bazar. Et quand je suis remonté dans ma voiture, j'étais informé qu'il y avait des perquisitions en cours dans l'affaire Di-Rupo. Di-Rupo lui-même, dans Libération du mois d'avril 97, je crois, à la mi-avril 97, il fait une déclaration, je ne sais plus la date exacte, 14, 17, je ne sais plus. Et il explique que quand il est rentré chez lui cette nuit-là, sa messagerie, donc le répondeur, était plein. Parce qu'on lui disait déjà que la presse allait en parler le lendemain. Donc nous, on travaille, on ne sait pas dans quoi, et eux le savent. Et j'ai des fortes suspicions. Je me doute pourquoi maintenant notre colonel est revenu. Peut-être que lui savait dans quel jeu on jouait. Et parce que bon, ils sont forts pour nous foutre dans la merde, mais pour nous sortir de la merde, ils n'y sont pas. Parce qu'il faut savoir, je devais peut-être déborder un petit peu de l'affaire Di-Rupo, mais quand la presse nous accuse d'avoir fait l'affaire à Brassax, donc c'était des perquisitions, un truc satanique, je ne sais même pas, nous accuse d'avoir fait les fouilles de jumets. La presse, les fouilles coûteuses de jumets. Mais enfin, bon sang, M. Brabant, M. Duterme, répondez, dites-le à ces journalistes-là. Vous savez bien, vous avez vu nos bulletins de service, nos PV. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait un démenti pour dire ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai? Par contre, M. Brabant, vous qui êtes le patron de la BSR, qui avez été après le président de la commission permanente de la police, quand le 10 octobre, Gilbert Dupont écrit que de base, ça fait telle enquête, telle enquête, telle enquête, telle enquête, qu'est-ce qu'on lit le lendemain? Le colonel Brabant nous a téléphoné pour dire qu'il ne faut pas donner tous les mérites à de base, il n'a pas fait telle enquête et telle enquête. Ça, vous savez le faire. Mais quand c'est pour nous mettre hors cause, vous ne savez pas le faire. Vous refusez de le faire. Et ça fait mal. Et je ne comprends pas. Enfin, si maintenant, avec tout le recul, je comprends mieux le jeu que certains ont joué, le sale jeu que certains ont joué. Et en plus, vous nous avez traités de profondément malhonnêtes. Alors, je ne sais pas qui est le plus malhonnête des deux. Merci pour ça. On se retrouve bien vite avec Aimé Bill. On vient de parler, Aimé, de l'affaire Di-Rupo, mais il y a un autre personnage qui a aussi joué un rôle qu'on peut discuter, c'est Claude Erdekens, qui était député et qui était aussi bourgmestre d'Andenne. Alors l'ourson qu'il est, puisque c'est comme ça qu'on appelle les Andennais, qu'est-ce qu'il a fait lui? Ah, le bouffon d'Andenne, vous voulez dire? Non, j'ai pas vu le bouffon. Ah hein. non, mais non, moi je pense à lui en parlant du bouffon d'Andenne, parce que bon, il y a eu un bel éditorial de Paul Masson dans la dernière heure, le bouffon d'Andenne, et je crois que c'est vraiment, il avait vraiment raison. Alors, M. Erdekens, moi j'ai fait sa connaissance, donc comme je l'ai dit tantôt, dans les locaux d'RTL, donc avec X69, par longtemps, 2-3 minutes. Puis, quand la presse commence à parler, donc ce jour-là, je fais la connaissance de Pascal Vrébos, et puis quand la presse commence à parler
de l'affaire du Rupeau, parce qu'il ne faut pas oublier que le 23 juillet 97, j'ai une page entière qui a voulu tuer du Rupeau, et 4 fois Aimé Bill sur la même page. Hein, bon. Alors Pascal me téléphone et il me dit: qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis: c'est des cabales tout ça. Et il me dit: je peux faire quelque chose? Je me dis, qui d'autre que Pascal connaît autant de personnes? Je dis: écoute, si tu veux bien, si tu as la possibilité, moi mon rêve, ça serait de rencontrer M. Di Rupeau, et encore même maintenant, je veux bien le rencontrer, c'est de pouvoir lui en parler de vive voix. Je vais voir ce que je peux faire. Et un dimanche, après une controverse, où Di Rupeau n'y était pas, Pascal me sonne et il me dit: est-ce que tu sais venir à 17h dans mes bureaux, parce qu'il a des bureaux par là du palais de justice, avec de base? Je dis: oui. Et Di Rupeau sera là? Il dit: je ne sais pas. Et on arrive là chez lui le dimanche, et il y a un motard là, Patrick Morio, et R. de Cans. Bon, si je lui dis je suis Aimé Bill, il va se dire: c'est qui ça? Donc on arrive, on se présente, bon, on dit: voilà, on est les gendarmes qu'on a écartés, on parle de temps de nous dans la presse maintenant, qu'on a écartés, hein, puisque la campagne était lancée déjà depuis un mois via le port et puis la dernière Heure Soir illustrée. Et donc on se présente comme ça, on nous fait passer pour des monteurs du dossier. Alors j'ai dit: écoutez, on doit passer à la commission d'enquête. M. Morio n'y était déjà plus, puisqu'il avait fait un livre, Les carnets d'un commissaire. Et on a appris, on a eu des échos comme quoi on allait être fusillé par les socialistes. Alors donc c'est ça qu'on voudrait. Et donc on vient avec le rapport du comité P que j'ai tiré sur Internet, les articles de presse, et rien d'autre. Et ah bon, et qu'est-ce que je peux faire? Quand on passera à la commission, j'ai dit: est-ce qu'on va nous abattre pour ça? Je vais voir ce que je peux faire. Bon. Et on est le dimanche 28 septembre 97. On passe à la commission le 14 octobre. Et il y a 3 socialistes. Il y a Serge Moureau, il y a Claude R. de Cairns et il y a Charles Janssens, qui est le bourgmestre de Soumagne, au niveau socialiste. Donc on commence, Marc Verhulligen commence avec ses questions. Et M. Moureau: oui, mais vous avez monté un dossier sur moi. On se dit: ça y est, ça commence. Parce qu'on était tous les 3, Hoskens, il y avait Rudy Hoskens, Patrick de Batz et moi, donc tous les 3 à la commission. Alors là, je dis: non, vous savez, M. Moureau, on nous accuse d'avoir fait les fouilles de Jumet, l'affaire à Brassac, l'affaire Zico, l'affaire de Vroom, le commissaire de la PJ, tout ça. On n'a pas fait tout ça. Ah, vous n'avez pas de dossier sur moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dossier sur vous. Nous, on n'a pas fait de dossier sur vous. Ah, bon. Et donc là, c'était... Donc on parle pendant 4 heures, puis ils retirent la prise, parce qu'on aurait pu parler jusqu'au lendemain, mais ils en avaient encore une dizaine à parler. C'était le soir de la fameuse histoire de la BX et de l'affaire du trou. Et quand c'est fini, Claude R. de Cairns et Charles Janssens venaient, et on nous invite dans le bureau d'R. de Cairns. Il nous offre à boire. On a un petit gâteau. Non, merci. Tenez, et il le donne à mon chef pour ses enfants. Donc ça se passe bien. Je ne pense pas que d'autres qui sont passés à la commission, quand on voit les réactions des commissaires, je ne pense pas qu'il y en a d'autres qui ont été invités comme ça à prendre un verre. Donc, ce jour-là, il ne dit pas, il ne parle pas qu'on s'est vu, il ne nous accuse pas, rien du tout. Donc, ok. Le 14 octobre, fin de l'année, une carte de vœux. M. de Batz, Bill et Hoskens, M. de Cairns nous envoie ses vœux. Ok. 1er mars, un dimanche, je téléphone pendant controverse et Gilbert Dupont est là et je dis: je voudrais que M. Dupont arrête avec ses armes. Oui, mais je sais, ils vont être... Même Mme Van Nessoué, qui est présente sur le plateau, dit: oui, mais enfin, vous dites, oui, mais enfin, vous arrivez dans les prochains jours. Bon. Et puis, donc, j'avais demandé à RTL, quand j'ai sonné, est-ce que je peux m'exprimer pour calmer ces journalistes, parce que quand vous avez votre fille qui rentre de l'école en pleurant, parce que bon, il y a des articles de presse, et qu'on rigole d'elle à l'école. Bon. Et donc, R. de Cairns, c'est là sur le plateau. Et il y a Roland Planchard, qui est un adversaire, parce que bon, quand je vois ce qu'il a fait, mais il était bien renseigné par un collègue de la BSR. Oui, mais est-ce que M. Bill pourrait m'expliquer? Il y a un de ses collègues qui est sorti avec une X. Je dis:
je ne sais pas m'exprimer. Et c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? Si vous êtes sorti avec quelqu'un hier soir, est-ce que c'est pour ça que vous êtes dans son lit? Est-ce que vous avez été boire un verre? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas parler d'une chose pareille. Ah, monsieur Dekens, ah, c'est regrettable, monsieur Bill a caché ça à la commission. Je dis, merde alors. Je lui ai écrit, il me répond que, ah bon, ok, là je comprends votre réaction, mais entre-temps il avait lancé le truc public. J'ai écrit à Marc Verwilgen qui me répond, monsieur Bill, il n'y a rien à vous reprocher. Et puis, il y a une émission au nom de la loi. Au nom de la loi, en juin, juillet. Et donc moi j'apprends après, donc l'histoire que je vais raconter, je l'apprends seulement fin décembre 98, quand j'ai accès au dossier. Donc qu'est-ce qui se passe? Suite à l'émission, il y a un collègue de la BSR qui s'appelle Philippe Pourbet, un chef à la BSR, un gradé à la BSR de Bruxelles, qui avait d'abord une victime, qui est allée au stand de tir. Et si c'est pas ça de la préméditation, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, je dévie un petit peu, mais enfin, il faut quand même situer le personnage, les acteurs de cette affaire Dekens. Il est allé au stand de tir. Si maintenant j'ai une victime et que j'en ai marre de jouer X1 et j'en ai marre, je prends sa photo, je la jette à la poubelle, ben, ça ne se fait pas, mais bon. Maintenant, imaginez un petit peu que je vais au stand de tir et que je prends la photo du trou et que je tire dessus, je suis punissable. Alors ce gendarme est allé au stand de tir avec la photo de Nathalie, il l'a mis sur une cible et il a tiré. Alors, si c'est pas ça, une faute grave pour un officier de police judiciaire, je ne sais pas ce qu'il faut. Ça a été publié dans la presse par Gilbert Dupont sans mettre son nom. Monsieur Brabant a fait un rapport au juge Langlois le 5 septembre dans lequel il a caché l'affaire en disant que le gendarme était surmené et qu'il demandait à se retirer de l'enquête. Et le 13 mars 2001, le 12 mars, monsieur Brabant demande au major Guissard, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, rappelle-moi un petit peu. Et Guissard lui répond, oui, voilà, donc cette histoire, il est venu, il est allé au stand de tir, il a tiré sur une photo d'une victime, vous m'avez téléphoné, on a fait une réunion, vous deviez faire un rapport et vous l'avez envoyé. Seulement dans le rapport, on ne parle pas de ça. Et monsieur Bourlet l'apprend aussi par la presse. Bon, ça c'est pour en parler. Donc ce gendarme-là, Philippe Pourbet, qui a même entendu le patron du Dolo le 30 décembre 96, dans lequel il reprend des noms de participants, de clients du Dolo, si je peux dire. Et donc il y a M. Nioul, mais alors il cite des personnalités sportives, politiques, magistrats, gendarmes, policiers, dont un des deux chefs d'enquête de la Champignonnière. Alors on se demande pourquoi dans le dossier de la Champignonnière, on n'a pas fait une enquête sur le Dolo. Bon, pourtant on leur avait demandé. Ce gendarme donc écrit à Dekens pour lui faire part de ses états d'âme. Monsieur Dekens le reçoit et il lui raconte qu'il a rencontré de Bad Bill chez un journaliste dont il refuse de dire le nom, avec un député dont il refuse de dire le nom, et que ils avaient des dossiers, les dossiers X avec eux et tout. Bon. Ce gendarme, ce gradé, cet officier de police judiciaire pourtant tenu par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, doit quand même faire un procès verbal qu'il ne fait pas. Et il en parle à Madame Sommers au parquet de Bruxelles. Madame Sommers, au lieu de lui dire fais un PV, elle fait un PV avec une audition, parce que bon, il y a plusieurs méthodes. Moi je travaillais, je prenais une audition, ben, on l'actait, on la signait. Le juge Van Espern, il reçoit une dame qui témoigne contre moi. Il ne la fait pas signer et il fait un PV d'un entretien d'une heure que j'ai avec Madame Intel. Madame Sommers, elle fait mieux, elle fait une audition téléphonique de Monsieur Dekens par téléphone, parce qu'il devait partir en vacances, donc il y avait l'urgence. Et là-dedans, dans son procès verbal, elle marque que M. Dekens, donc, mais il ne dira pas qui, et même s'ils sont identifiés, il niera, ces gens-là nieront, donc il prend déjà l'engagement, et elle met là-dedans et il dit, bon, si le juge a besoin, je veux bien témoigner, donc, et en se disant peut-être que ma parole est crédible, et elle lui dit déjà, Madame Sommers, s'il vous plaît, pourquoi allez-vous dire le 29 juillet 98 à Claude Dekens que vous allez confier ça au juge Pignolet? Est-ce que c'est une histoire à mettre? Il y a des choses bien plus graves, des faux, des tentatives de meurtre, des viols que vous ne mettez pas à l'instruction. Et ici, pour une prétendue violation de secret professionnel farfelue, c'est clair, c'est farfelu, vous lui dites déjà à lui, qu'est-ce que ça peut lui foutre, que vous allez le mettre à l'instruction. Et le 8 septembre, pour le mettre à l'instruction chez Jacques Pignolet.
Le pauvre malheureux qui ne trouve rien, il est déjà désespéré avec son dossier 231, fait sur un faux procès-verbal du commandant du terme, qui ne trouve rien, qui s'acharne sur nos parents, qui cherche même avant notre naissance, 9 ans avant notre naissance. Et donc ici, le juge Pignolet contacte le colonel Brabant et il lui demande d'identifier, bon, vous savez, je ne suis pas con, et je crois que les auditeurs ne seront pas cons non plus. On leur dit le nom. On leur dit que c'était avec Morio et Vrébos, mais on joue le jeu, alors on fait semblant qu'on ne sait pas qui c'est, mais bon, le colonel Brabant, naturellement, il faut avoir quand même un beau grade, et lui identifie déjà Vrébos. Et donc, Madame Sommers, c'est important, qu'est-ce qu'elle met dans son PV? Madame Sommers, c'est important, qu'est-ce qu'elle met dans son PV? Le lendemain, mon ami parlementaire distribue à qui le voulait les auditions des témoins X. Le lendemain de la rencontre. Heer de Kerns appelé chez Pignolet. Là, je viens de relire le PV, ok. Il ne conteste pas. Et puis après, il dit, dans les jours ou les semaines qui ont suivi, des parlementaires avaient les auditions. Donc on n'est plus au lendemain, c'est plus son ami parlementaire. Bon. Et ça, c'est le bouffon. Parce que, bon, ou alors, le PV de Mme Sommers est faux. Encore une fois, alors il faut confronter Sommers et Heer de Kerns. Ça dépasse le niveau de Pignolet. Hein. Bon, quand c'est pour des choses pareilles, parce qu'autrement, il va devoir dire, il y en a un des deux parce que Pignolet surtout va avec une version le lendemain, le parlementaire distribué, et l'autre, dans les jours ou les semaines, ce sont des parlementaires qui les envoient. Donc il y a une fameuse contradiction. Bon, donc il entend Vrébos, il entend Pourbet, et puis il convoque. Mais tout ça, donc moi je l'apprends quand j'ai accès au dossier fin décembre. Hein. Il convoque Patrick le 17 septembre. Ce jour-là, je venais d'aller apprendre ma mutation, mais je m'en doutais parce que le 10 septembre, Gilbert Dupont m'avait déjà annoncé dans la dernière heure que j'allais être muté. Donc le 10 septembre, je l'apprends par la dernière heure, et le 17 septembre, je vais signer ma mutation. Et donc, on était ensemble avec Patrick, et donc Patrick doit passer chez Pignolet. Et bon, moi je vais avec, hein, et j'attends dans le couloir, hein, il rentre, moi je me dis c'est encore pour son dossier 231, moi je sais pas. Et puis donc il demande à Patrick, vous avez rencontré Heer de Kerns? Ah oui, qui dit à la commission, mais chez Vrébos, vous avouez, qui dit. Patrick, avouez quoi? Oh, c'est encore un PV à la Sommers. Le juge qui vous dit ça, le juge Pignolet. Bon, maintenant, de base, m'a peut-être menti. Si, pas, puisque c'est un gros manipulateur, parce que quand il manipulait X1, ça c'est deux fois c'est quand elle devait dire B, mais quand elle devait faire X, là, bon. Et donc Patrick fait sa déclaration, il dit, écoutez, Bill est dans le couloir, vous n'avez qu'à l'entendre. Ah non, qui dit Pignolet, c'est pas prévu. Vous l'entendez aujourd'hui, qui dit, parce qu'autrement on va encore dire qu'on s'est mis d'accord. Bon, ça va. Il me fait rentrer, il me dit, est-ce que vous avez déjà rencontré le député Heer de Kerns? Ah oui, je dis, ben, je l'ai rencontré une première fois dans les locaux d'RTL, puis je l'ai vu à la commission, mais je l'ai rencontré aussi chez Pascal Vrébos avec Patrick Moreau. Vous avouez, qu'il me dit? Et donc moi, je ne sais pas ce que l'autre s'était dit. Je dis, mais avouez quoi? C'est vers la Sommers qui me fait. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, moi, parce que je ne sais pas que Sommers, je sais rien de Pourbet ou de Sommers, je ne sais rien du tout là-dedans. Bon. Et puis après, quand l'audition est finie, il dit faites rentrer de Batz et on parle un petit peu comme en trois copains. Et là-dedans, il nous dit oui, selon mon enquête, j'en arrive, c'était soit pour faire tomber le gouvernement, soit dans ses conclusions, soit, je ne sais plus l'autre motif, mais ou aussi, c'est peut-être Durupo lui-même qui a monté le dossier pour devenir inattaquable. Donc un juge d'instruction qui nous dit ça à nous, un suspect. Bon. Donc, on est le 17 septembre, plus n'entend plus rien pendant un mois.
Puis le 20 octobre, on a une réunion secrète chez le colonel du Châtelet le soir, où il nous propose des belles places. Du moment il faut qu'on retire nos plaintes, il nous propose des belles places alors que les enquêtes ne sont pas finies. Et en sortant, on apprend que, par la radio, que la presse parle de nous avec Air de Kens. Effectivement, le lendemain, dans le soir illustré, mais Air de Kens avait témoigné à la RTB. Et donc, en disant que on est venu avec les dossiers, on avait une pile de dossiers. Bon, il est passé d'une fois de 20 cm à 30 cm. Bon, vous me direz, à l'inflation, tout augmente. Donc, il est passé de 20 à 30 cm, ça dépend de ses versions. Et donc, on a fait les auditions des X et tout. Donc, il témoigne dans le soir illustré. On est donc le 20 octobre, le 21 octobre, donc le 20 il en parle à la RTB, le 21, bon c'est déjà dans le soir illustré. Le 28, je suis convoqué chez le juge Pignolet avec De Baets pour une confrontation. Mais moi je ne sais que Vreboss, Morio était entendu, rien du tout, parce qu'entre-temps, Morio a été entendu, il nie, Vreboss a été entendu, il nie, et Morio demande même est-ce qu'on a participé à la même rencontre, parce que il dit c'est pas possible, qu'il dit il n'y a jamais eu de ça. Je regrette que Patrick ne soit plus là parce que c'était un grand monsieur aussi, Patrick Morio, qui est malheureusement décédé le 20 juillet 2013, mais c'était un grand monsieur et je le remercie parce que c'est du même parti politique et il a eu l'honnêteté de combattre un collègue de son propre parti pour dire que c'était un menteur. C'est des mensonges que M. Erdekans a raconté. Et donc, le 28 octobre, on est convoqué pour une confrontation. Mais le matin, dans le soir illustré, on voyait déjà qu'il allait y avoir des avancées dans l'enquête. Donc, moi je ne sais pas, mais le soir illustré le sait déjà. Et effectivement, donc le juge nous dit vous attendez sur le banc. Puis on va la greffière sortir, et puis elle revient avec Erdekans. Et rentre dans le bureau et discute un peu entre eux. À mon avis, toi tu dis ça, tu fais ça, à mon avis, on s'arrange. Hein. Bon, une coalition de fonctionnaires, ça peut être un juge et un député, ça peut être un bourgmestre, ça peut s'arranger comme ça. Hein. Et puis on me fait rentrer. Voilà, une confrontation avec M. Erdekans. Mais je dis, et De Baets? Non, après. Mais je dis, oui, d'accord, mais à cette réunion, il y avait quand même M. Vreboss et M. Morio. C'est moi le juge. Je dis, oui, mais normalement, il devrait être présent. C'est moi le juge, c'est moi qui décide. Qu'il soit les jeudis. Moi, j'essaie de piéger Erdekans. Oui, j'avais les auditions. Alors je dis, en français, en flamand ou une bilingue? Je pensais le piéger avec bilingue, à Pignolet ou quoi, il y a des bilingues. Alors je dis, bon, ça laisse tomber. Et bon, chacun est sur sa position. Puis il fait rentrer De Baets, confrontation. Puis 2 jours après, j'y vais, parce que c'était pour un complément pour ça ou pour le pseudo 231, parce qu'un jour, il m'a entendu pour le pseudo 231. Je suis rentré, je lui ai fait 93 pages. Un jour, je lui ai amené 93 pages, j'aime bien l'écrire aussi. Et donc, je lui ai écrit et je vais lui porter. Il me dit, je dois vous voir dans les prochains jours. Je dis, je sais, vous allez m'inculper. Vous savez déjà qu'il me dit, Jacques, avec ses... je dis oui, parce qu'on était, faut rire aussi, bon, on était sous surveillance téléphonique à l'époque, et des collègues, un collègue me sonne un jour, je le vois le matin, je dis tantôt, tu me téléphones, et tu me dis, tiens, est-ce que ça va avec Patrick? Alors le soir, il me téléphone, ça va avec De Baets? Je dis non, avec Patrick, on s'est disputé. Ah, pourquoi? Il est comme moi, comme on était sous écoute téléphonique, il est amoureux du juge et moi aussi parce que c'est vraiment un bel homme. Hein. De belles jambes et tout, c'est vraiment un bel homme. Hein. Alors comme ça, ils se sont amusés à écouter. Parce que moi aussi, je disais, ah non, ce soir, vous me demandez, je dis, ce soir, tu me téléphones et tu me dis, viens, on va boire un verre. Non, ce soir, je ne sais pas y aller parce que j'ai rendez-vous à Arlon avec un journaliste, je vais lui donner des documents. Alors comme ça, il y en a qui ont fait des kilomètres pour aller surveiller Arlon et moi, j'étais dans mon fauteuil à Bruxelles. Alors, voilà, ils ont joué avec mes pieds, mais j'ai joué un peu avec leurs pieds. Et donc, le juge Pignolet, je lui dis, oui, j'ai déjà un homme politique et un journaliste qui m'ont averti que j'allais être inculpé. Ah bon, je vous rappellerai. 2 jours après, il me téléphone. Monsieur Bill, voilà, vous venez après-demain avec De Baets. Je dis, on viendrait tout seul. Non, vous venez avec De Baets. Je dis, non, je ne sais pas, sa compagne est à l'hôpital et moi, je viendrai tout seul. Bon, ça va. D'habitude, c'est De Baets qui passait me chercher, on partait ensemble, puis on allait manger un bout ensemble. Oui, deux dépressifs ensemble, on se consolait, quoi, hein, dans les bras de l'autre. Et on buvait de l'eau, On s'est déjà retrouvé un jour à 5 € matin dans un parc ici à Bruxelles, avec une bouteille d'eau en main, et en se demandant, en se regardant, qu'est-ce qu'on a fait? Jamais on ne s'est dit avec Patrick. Qu'est-ce qu'on va dire si on nous pose telle question? Jamais, parce qu'on était clean. Et donc, j'arrive là, et il me dit, bon, voilà, je vais vous inculper de... Bon. Alors, monsieur le juge, que les choses soient claires.
Si vous voulez m'inculper, je suis venu en métro. En rentrant, je me jette en dessous du métro. Ou alors je saute directement par la fenêtre au 3e étage. Oh non, monsieur Bill, ne faites pas ça. Allez, rentrez chez vous, je ne vous inculpe pas. Vous savez, ce juge Pignolet, allez, mon ami Jacques Pignolet, si tu me regardes, rappelle-toi un petit peu le 20 janvier 2000 à la Chambre. Non, pas le 20 janvier, c'était le 7 décembre, puisqu'on a eu droit à 4 chambres du Conseil avec vos conneries de la justice. Le 7 décembre, je te vois encore, Jacques Pignolet. Vous voyez, monsieur le président, vous avez été juge comme moi. Vous savez, monsieur le juge, il y a des faux qu'on voit et des faux qu'on ne voit pas. Eh bien, ces deux-là, ils ont fait des faux qu'on ne voit pas. Vous imaginez si aujourd'hui vous étiez avec votre caméra en chambre du Conseil. Eh bien, oui, Jacques Pignolet, c'est ce qui s'est passé en chambre du Conseil. Malheureusement, c'est à huis clos. Et donc, rentrez chez vous, je ne vous inculpe pas. 15 jours après, mais entre-temps, Vreboss et Morio, qui ont vu les interviews, qui ont vu à la TV les interviews et les articles, écrivent à Pignolet pour dire on dément, on confirme qu'ils n'ont rien montré ni rien parlé de ça. Ils sont réentendus et tous les deux nient. Donc 2 fois Morio, 2 fois Vreboss, et la deuxième fois que Morio est entendu, je crois que c'est le lendemain qu'on lui signifie une inculpation par courrier. Peut-être un petit peu de vengeance parce qu'on pensait peut-être que Morio allait jouer dans un jeu malhonnête, mais bon, je remercie Patrick Morio, malheureusement qu'il ne m'entend plus, et Pascal, parce qu'ils ont été honnêtes. Et donc, le 20 novembre, Pignolet me téléphone et il me dit, voilà, il faut venir, j'ai plus le choix, j'ai pas le choix. Il faut venir avec de base. Ça va. Téléphone à Patrick, ben ok, on arrive là, bon, moi j'entre le premier. Sacré Jacques. Oui, monsieur Bill, bon ben, vous avez été à Terzac? Non. Si. Non. Ah si, j'ai la cassette. Vous l'avez regardé? Ah non, un colonel Intel m'a dit que vous aviez été à Terzac et m'a apporté la cassette. Je dis, mais je n'ai pas été à Terzac, d'ailleurs je ne parle pas flamand. Vous ne parlez pas flamand? Je dis non. Ah ben alors je vous inculpe. Et donc, il m'inculpe pour violation de secret professionnel. Donc, c'est aux conneries d'Erdekens. Il n'y a pas d'autres mots, hein. Le mensonge, aux saloperies, j'ai pas d'autres mots, je ne sais pas rester poli, moi. Je lui dis, maintenant, t'es content? T'as bon, vieux con? Comme ça, hein? Devant sa greffière. Je lui dis, tu jouais? Monsieur Bill, je n'entends rien. 10 fois, il m'a dit. Je ne sais plus tout ce que je lui ai dit. Patrick, qui était à l'extérieur, il se demandait ce qui se passait tellement que ça gueulait. Je suis sorti avec mon diplôme. Patrick est rentré. Patrick inculpé. Et Patrick lui dit que demain, ça ne soit pas dans la dernière heure. Hein. La greffière. Ah, justement, Gilbert vient de téléphoner pour voir où ça en était. Gilbert Dupont. Et donc, on s'est retrouvé inculpé de violation de secret professionnel. Et donc, vu qu'on était impliqué, donc on a eu accès au dossier fin décembre. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas encore acheter des pièces, donc j'ai noté. Après, on a acheté des pièces. Et donc, on a découvert toute cette saloperie, toute cette cabale, parce que c'est une cabale. Et à la mi-janvier, au mois de janvier, on était pas loin d'ici. On était à 200 mètres d'ici, à la place de Bastogne. Quand Benoît de Jomette me téléphone vers 17h, là, et me dit, Monsieur Bill, voilà, donc je vais prendre des réquisitions de non-lieu dans l'affaire Erdekern. J'ai dit, ben oui. Il s'est rendu compte aussi, un dossier à la con, un dossier qui ne sait pas tenir la route. On ne s'est pas resté 5 minutes devant un tribunal avec un dossier pareil. Et donc, parce que quand vous avez un juge malhonnête, parce que je ne sais pas appeler ça, c'est un juge malhonnête, M. Pignolet, parce que s'il est honnête, moi j'ai fait des confrontations dans ma carrière, mais si vous êtes 3 personnes impliquées, j'ai les 3 personnes. En plus, que les 2 autres vont dans le sens, si maintenant
ils allaient dans le même sens que Erdekern. Je pourrais comprendre. Si maintenant on avait fait une faute et que, bon là j'ai pas besoin, mais ici ces gens savent qu'on n'a pas triché. Maintenant je suis encore content que c'est Patrick Moriot, parce que imaginons que ce soit Vincent de Crowley ou je ne sais pas quoi d'un autre parti, on pourrait encore dire, mais deux politiciens socialistes qui font deux déclarations contradictoires pour la même réunion, l'émission est toujours en ligne, on peut la revoir, où Patrick Moriot le dit et Pascal Vrébos le dit. C'est une émission qui s'appelle Faits divers. Merci aussi à José Dessart et à son équipe de Faits divers qui nous a donné la parole le 29 mars 2000, et l'émission est toujours en ligne dans l'exercice de leur fonction. Il suffit de taper sur internet Debatz et Bill dans l'exercice de leur fonction et on revoit l'émission. Donc merci à eux aussi, merci à cette équipe-là. Et donc, de Gemep vous dit, je vais prendre des réquisitions de non-lieu, ben, il attend encore 6 mois, et puis on prend des réquisitions de non-lieu. Le 14 juillet, et puis le 26 ou le 28 octobre, ben, on passe en chambre du conseil, et on a le non-lieu. Alors, M. Erdekens est entendu dans le journal du mardi, une interview. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, je suis content qu'ils ont eu le non-lieu, d'ailleurs. Je ne les ai jamais dénoncés. Donc, vous imaginez, vous, téléspectateurs qui votez, qui accordez votre confiance depuis tant d'années à une personnalité politique, qui va chez un juge d'instruction, d'abord par téléphone, mais chez un juge d'instruction, déclarer, porter des accusations graves sur nous. Graves, parce qu'on aurait pu être mis à la porte, voire aller en prison. Il fait de telles déclarations. Il les confirme devant nous, dans une confrontation, et dans un article de presse qui ne démentira jamais, il vient écrire ça. Alors pour les 20 ans de l'affaire, donc le 20 novembre 2018, je lui ai envoyé un mail un jour à 5 € au matin, hein, parce que bon, moi, toutes les dates restent dans ma tête, et je lui ai écrit, et il ne se souvenait plus. Alors je lui ai résumé l'affaire, et il m'a demandé d'en faire mon deuil. Bon, c'est facile à dire. Hein. Et puis je lui ai réécrit ici en 2023 pour les 25 ans. Ah oui, la date du 20 novembre, elle est marquée. Hein. Et donc, je lui ai écrit, et là, il m'a répondu, interdiction, le titre interdiction de publier ou de diffuser. Et là, il se demandait qui j'étais. De nouveau, il tombait de la planète Mars, là. Hein, parce que lui, il voulait même, il dit, le jour que X1 va dire qu'elle a été abusée sur la Lune, est-ce qu'on va envoyer des astronautes? Je ne sais plus ce qu'il racontait dans le Soir illustré. Enfin, c'est tout, comme dirait toujours Patrick Debatz, c'est des carabistouilles. Mais il est un peu le spécialiste. Et donc, moi, j'en veux beaucoup, parce que dans ma vie, j'ai 71 ans, bah, en Belgique, maintenant, je vis en France, j'ai reçu un petit PV, j'ai roulé 5 km/h trop vite, mais j'ai jamais eu d'inculpation, j'ai jamais eu de PV, rien du tout, j'ai même pas eu d'accident en faute, et dans 52 ans de conduite, et j'ai eu une inculpation, et c'est une inculpation qui arrive sur les mensonges d'un bourgmestre, député, avocat, parce que M. Erdekern, si vous allez me voir peut-être à l'émission, réfléchissez un petit peu. Vous avez attendu qu'on vous contacte, parce que quand je suis passé à la commission parlementaire le 14 octobre, pourquoi n'avez-vous pas dit publiquement devant tous les députés qu'on avait violé le secret professionnel 15 jours plus tôt? Pourquoi n'avez-vous pas fait? Pourquoi nous avez-vous écrit? Pourquoi est-ce que vous nous avez offert à boire et des petits gâteaux? Pourquoi est-ce que vous nous avez écrit au Nouvel An? Est-ce que vous faites ça d'habitude avec des personnes comme nous, puisqu'on est pratiquement des truands? Allez, réfléchissez un petit peu. Et puis, il faut qu'un gendarme vous contacte, et puis alors, on voit la cabale orchestrée, audition téléphonique, mensonge, et puis quand vous lisez, puisque M. Pignolet vous a laissé relire le procès verbal, vous, avocat, allez, ça serait le dernier des clochards qui lirait ça. Bon, j'ai du respect aussi pour lui, mais c'est pas manquer de respect, mais il ne comprendrait rien. Mais vous, avocat, vous avez quand même su voir un petit peu que le PV de Mme Sommers et votre audition, les dires sont différents et vous ne l'avez pas démenti. Est-ce que c'est normal? En plus, M. Erdekens, vous êtes avocat. Est-ce que vous seriez mon avocat? Est-ce que vous n'auriez pas réagi? Vous seriez mon avocat et vous n'auriez pas par la suite écrit au juge d'instruction en disant c'est pas normal que les autres personnes ne soient pas présentes. Donc il y va ici de la malhonnêteté du juge Pignolet, je la maintiendrai toute ma vie, c'est de la malhonnêteté, il fallait jouer dans le jeu, il était mis sous pression, il était obligé, mais M. Erdekens aurait pu dire, écoutez,
monsieur le juge, monsieur Bill ici demande que les autres personnes soient présentes. Moi, par honnêteté, par correction, je veux bien participer à une confrontation, mais devant tous les acteurs. Monsieur Erdekens, vous avez joué le jeu, le sale jeu de la justice pour démolir deux flics. Merci, merci Aimé. On se retrouve bientôt avec Aimé Bill. Aimé Bill, vous avez évoqué des faux. Est-ce que, sans vouloir être malhonnête, sans vouloir être voyeur, parce qu'ici ça dépasse l'entendement, ce que vous racontez dans votre livre, est-ce que vous pouvez donner un exemple? C'est possible? Il y en a tellement. Je vais vous en donner un beau. Donc il y a une instruction qui s'ouvre chez le juge Pignolet suite à un faux procès verbal du commandant du terme. Et donc le 3 avril 1998, le directeur Richard Driessen, directeur du personnel, donc, a écrit au procureur général pour dire que d'autres dossiers. Donc le 3 avril 1998, le procureur général, Richard Driessen, s'est écrit qu'il y a d'autres dossiers. On est allé chez le juge Pignolet, quand on a eu la note de début juin, et on lui a demandé, est-ce qu'il y a d'autres dossiers? Il a dit non. Mon avocat a écrit au procureur général, M. André Van Oudenhoff, qui a répondu le 15 mai, mais qui ne dit pas, qui a répondu à M. Driessen, qui n'attire pas l'attention sur d'autres dossiers. Donc mon avocat lui demande, est-ce qu'il y a d'autres dossiers? M. Van Oudenhoff, dans sa profonde malhonnêteté, comme toute la bande, malgré que les procureurs généraux, honoraires ou pas, ou émérites, je ne sais pas comment vous les appelez, mais pour moi, c'est une cabale, une association de malfaiteurs, d'une coalition de fonctionnaires. Monsieur le procureur général, quand mon avocat vous a écrit pour savoir quels étaient les autres dossiers, vous n'avez pas répondu. Pourquoi? Parce que si vous donnez les numéros de dossiers, c'est qu'ils existent. Mais comme vous ne répondez pas, c'est qu'il n'y en a pas, monsieur le procureur général. Alors moi j'ai écrit au directeur général du personnel, une fois, deux fois, trois fois, et après 7, 8, 9 fax, il m'a dit, il n'y a pas d'autres dossiers. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec Patrick? On est fort de sa réponse, on est allé au comité P. On a déposé plainte contre Richard Driessen pour ce faux rapport, pour cette fausse note de dire qu'il y a d'autres dossiers. Et le comité P l'a entendu, et le comité P, il dit, il n'y a pas d'autres dossiers. C'est le colonel Brabant qui m'a dit ça. Je n'ai pas vérifié. Il faut demander au colonel Brabant. Et l'enquête s'arrête là. Et M. Brabant n'est pas entendu. Parce qu'autrement, un des deux, de nouveau, un de vous deux ne dit pas la vérité. Richard Driessen dit ça et Brabant dit ça. Alors, et on est obligé d'arriver à ce stade-là. Donc, à ce moment-là, ça reste comme ça. C'est le colonel Brabant qui m'a dit. Et ça reste comme ça. C'est pas normal. Voilà. Vous voulez un faux? Pour moi, c'est un faux, parce que ça porte préjudice. Ce n'est pas une erreur, c'est dire d'autres dossiers. Quand on est directeur du personnel, on sait de quoi on parle. Alors, quand on parle, ce n'est pas une erreur de date ou quoi que ce soit ici, c'est un faux. Voilà. Maintenant, je vais vous en donner un deuxième. Il y a un rapport de relecture qui s'appelle le rapport Antenne 401. Eh bien, là, c'est un rapport qui est faux. Et il y a un procès verbal. Normalement, un procès verbal, il n'a qu'une date, il n'a qu'un numéro. Eh bien, il y a un procès verbal qui porte deux numéros, le 152 488 ou le 152 487 sur la deuxième page. Et sur la première page d'un, il est fait le 10 mars. Sur la première page de l'autre, il est fait le 10 octobre. Et la réalité, c'est le 16 octobre. Alors, expliquez-moi un petit peu. Et tout ça pour salir Régina Louf, pour démolir Régina Louf qui avait dit que Weinstein était à la Champignon. Alors, si Régina Louf est une menteuse, est-ce qu'il faut chipoter comme ça? On n'a qu'à nous laisser taper dans le mur. Non. Eh bien, on a dû faire des faux PV pour en arriver là. Et ça, c'est voilà, deux fois en écriture, fait par des fonctionnaires. Et je dis bien, il y a plus l'ultra faux, une pièce de musée, le PV 110 879 du 26 août de M. Duterme. C'est un PV, c'est une pièce de musée. Mais j'ai dit au colonel du Châtelet, s'il vous plaît, mettez-le au musée, mais que les jeunes gendarmes ne le voient pas ça, parce qu'ils doivent prendre ça comme exemple. Ça ne pas un bon exemple. Et je crois que M. Terling, dans sa synthèse, dans sa préface, il a vu ce PV, il a vu toute l'enquête, et
ce qu'il a écrit, je crois qu'il est d'accord avec moi, c'est un faux PV. Un faux PV basé sur un faux rapport. Et tous ces gens n'ont jamais été inquiétés. Aimé, merci pour tout ce que vous venez de dire. Vous, mes amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire et quel livre acheter, car on n'a évoqué qu'une petite partie, bien sûr, des affaires. Je voudrais vous donner un petit conseil. Donner un petit conseil, pas à vous, mais aux gens qui vont lire le livre. Je vous conseillerais de faire comme moi je l'ai fait à un moment donné, quand j'ai eu le plaisir de pouvoir le découvrir, c'est de bien sûr lire le livre, mais de vous équiper, soit d'une tablette, soit d'un ordinateur, soit de votre GSM. Et il y a tellement de personnages dans votre livre, vous êtes un véritable Dostoïevski. Et grâce à ça, vous pourrez retrouver en tapant le nom de personnes. Ah oui, 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 il y a longtemps. C'est pas moi, hein. Non, 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 non. N'allez pas le dire à Pignolet parce que donc il est capable de revenir. Je ne dirai à personne. D'ailleurs, pour Pignolet, hein, Jacques, tu te rappelles quand on t'a dit la dioxine, c'est pas nous. Festina, c'est pas nous. On est allé. Et la greffière, qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? Je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être un lien de vie. Jacques, c'est pas nous, il n'y a plus rien. On n'a rien fait, Jacques. Je voudrais vous avouer personnellement que connaissant un peu, mais je suis très heureux de le voir comme ça, on souffle un petit peu parce qu'on vient de sortir des choses graves, des choses pénibles, des choses abominables. Je reviens à ce que je disais précédemment. Oui, utilisez votre support pour aller taper les noms des personnes qui sont incriminées. Vous verrez ainsi leur visage. Vous pourrez les revoir parce que c'est vrai qu'avec le temps qui est passé, on ne se fait plus une idée de qui était qui. Et là, je vous promets que vous allez vous aussi vous faire une petite idée. Alors, Aimé, il n'y a eu que de la souffrance chez vous. Je l'ai ressenti depuis le début. Ici, nous avons eu des moments plus légers, mais vous avez eu les larmes aux yeux à certains moments. C'est la preuve que vous êtes un être humain. Je voudrais que tout le monde prenne conscience de ce qui a été écrit. Je voudrais rendre hommage à notre invité du jour et de la série, parce que tout simplement, c'est un honnête homme. Merci Aimé, merci pour tout ça. J'espère que quelque part ça aurait été un peu libératoire. Oui, merci. Mais voilà, la souffrance elle restera à tout jamais et ça, il ne faut pas l'oublier. Merci, merci pour tout. Et à bientôt sur City Life TV.